Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on accueille Jérémy Nouan qui va nous parler de l'hypnose dans les situations d'urgence et la gestion des syndromes de stress post-traumatique dont il s'est fait, tu me corriges si je dis des bêtises, une spécialité. Il a fait sa formation militaire pour pouvoir mettre en pratique tous ses savoirs et toutes ses connaissances, parce qu'il aime bien être pratico-pratique dans ce qu'il fait. C'est un autodidacte à la base, mais qui va droit au but. Ce qui compte pour lui, c'est l'efficacité. Merci, gentil. Bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver sur ce live. Ravi d'être invité. Merci Alain pour cette invitation. C'est super sympa de ta part de m'autoriser à me partager mon expérience avec tout ce joli monde. J'espère que ce moment qu'on va passer ensemble vous apportera autant que ce que moi, ça va m'apporter. Je ne suis pas là pour avancer des vérités, je ne suis pas là pour avancer une manière de faire, je suis là pour qu'on débatte ensemble et qu'on réfléchisse, et qu'on puisse proposer des axes de réflexion pour améliorer chacun notre façon de pratiquer et notre façon de développer notre passion de l'hypnose et notre profession de l'hypnose en partageant nos expériences. Je me présente vite fait, je m'appelle Jérémy, j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai un enfant. Donc, j'ai passé 10 ans dans l'armée, 4 ans au sein des chasseurs alpins en tant que secouriste en milieu hostile. Je suis intervenu en Afrique en opération extérieure. Donc, je suis combattant et soignant. J'étais en première ligne. Je n'ai pas connu de gros événements guerriers non plus. Je suis plutôt un chat blanc. Donc, ce n'est pas la peine de me demander si j'ai tué des gens, si j'en ai sauvé. Ce n'est pas la question. J'ai juste kiffé mon métier parce que c'était absolument incroyable. J'ai pu, par ce métier-là, développer mes compétences que j'avais déjà en hypnose, me professionnaliser dans le milieu de l'hypnose grâce à ce milieu, ce terrain ultra fertile en termes de possibilités d'expérimentation et de suivi de ces expérimentations. C'est comme ça que j'ai créé mon expertise, notamment autour des traumas, mais aussi autour de la gestion de la douleur, de l'hypnoanalgésie en milieu urgent et en milieu dégradé. Voilà. Je vous invite du coup à me dire, peut-être l'un après l'autre, ou au premier qui prendra la parole, qu'est-ce qui vous a attiré sur ce live? Qu'est-ce qui vous a emmené à venir? Quand vous avez vu Jérémy Nouan invité, vous vous êtes dit quoi? Quelle est la première question qui vous est venue et que vous auriez envie de me poser? Alors, moi, si je peux me permettre, ça va peut-être permettre de démarrer un petit peu. Moi, j'ai le sentiment quand même que, d'une manière assez générale, beaucoup de personnes sont un petit peu en difficulté parfois avec l'utilisation et la gestion de l'hypnose avec certaines personnalités, dans certaines situations. Et j'ai le sentiment que les gens viennent chercher ici des réponses. Jérémy va pas vous faire une formation ici, il va vous expliquer un peu ce qu'il fait, son approche, sa manière très pragmatique, d'aborder les choses. Vous pourrez, le solliciter pour des formations parce qu'il nous le dira peut-être plus tard, mais il donne des formations. Je pense personnellement que c'est une personne très, très compétente, par rapport à ce qu'il propose. Si votre intention, c'est d'avoir des infos justement, concernant ces situations un peu compliquées, eh ben, allez-y, levez la main si vous voulez pas parler, juste pour qu'il sache vers quelle direction orienter son discours. Ouais, effectivement, pour répondre à ta question, Alain, ou ta question générale, effectivement, il y a beaucoup de gens qui peuvent rencontrer des problèmes dans la prise en charge de leurs patients et dans la manière de les aborder. Des fois, ça ne va pas marcher, des fois, ils vont se retrouver bloqués par rapport au sujet qui est abordé, à la problématique qui est abordée par le patient, le sujet, le client. Souvent, ce que je retrouve dans ceux qui sortent d'école, qui ont 1 an, 2 ans, jusqu'à 5 ans d'expérience, qui sont sortis de leur cursus académique, c'est que souvent, ils se basent uniquement sur la technique. Et ils en oublient que la technique, c'est 5% du métier. Savoir faire une lévitation du bras, savoir gérer une hypnorelaxation, savoir mener un script, écrire un script et le mener de manière intelligente pour qu'il soit utile pour son patient, c'est bien, sauf que ça, c'est la technique. C'est ce qu'on appelle le mélange entre un savoir-faire et un savoir-être. Le savoir-être qui vous engage dans votre métier, le savoir-faire qui vous permet d'exécuter ce que vous voulez donner à votre patient. C'est un niveau d'exécutant. Ce n'est pas un niveau de compétence. Pour avoir le niveau de compétence, il faut rajouter le savoir théorique, qui va vous permettre de pouvoir comprendre les fondamentaux et la stratégie nécessaire à pouvoir utiliser la technique correctement en rapport avec le sujet et dans l'éthique que vous vous êtes construite
dans le savoir-être. C'est ce qui permet d'assumer à la fois son positionnement à soi dans la philosophie que vous avez, qui vous est propre, qui construit votre éthique et votre déontologie, à la technique que vous avez apprise et qui vous permet de mettre en pratique cette déontologie en fonction d'un savoir, c'est-à-dire d'une réflexion, d'une étude, de l'application de cette pratique-là qui sera ajustée en fonction du patient. C'est là qu'on retrouve quelque chose d'intéressant. Quand on veut se positionner de manière professionnelle dans son métier, il y a, comme je disais tout à l'heure, un savoir-faire, un savoir-être et un savoir. Moi, ma manière de pouvoir pratiquer mon métier et la manière de me remettre en question en permanence dans mon métier pour être compétent, c'est de toujours pouvoir évaluer ce que je mets en place en fonction du savoir-faire, c'est-à-dire de la technique que je vais utiliser, de ce que j'ai appris, de ce que je maîtrise, par rapport à mon savoir-être, c'est-à-dire ce que je pense de mon métier, comment je veux me positionner de manière éthique, pourquoi je le fais et qu'est-ce qu'il représente pour moi, et le mettre en corrélation avec un savoir, c'est-à-dire quels sont les éléments théoriques ou théorico-pratiques qui me permettent de pouvoir réfléchir et maîtriser ma pratique plus loin que le simple geste et le faire coller à mon éthique. C'est dans l'ensemble de ces trois informations que je vais pouvoir être compétent. Si, à un instant précis, j'en oublie un petit peu mon savoir-être et que je me concentre juste sur l'efficacité de la technique que je mets en place et que je maîtrise grâce à un savoir, je ne suis plus compétent, je suis performant. C'est-à-dire que je ne me concentre en fait que sur l'efficacité de mon savoir-faire par rapport au savoir qui me permet de l'adapter. Mais je ne pense plus à son implication éthique, à ses conséquences, et ce qui me permet de le mettre en place en assumant la totalité des effets que ça a. C'est ce qu'on retrouve quelquefois en spectacle. En spectacle, on a des gens qui ont un savoir qui est très développé, comme Mesmer par exemple, avec un savoir-faire qui est très propre, mais où on voit quelquefois qu'il y a un déséquilibre avec le savoir-être. Et c'est là où on peut retrouver, par exemple, des gens qui vont tomber de scène ou des gens qui sont mal réveillés, qui ne sont pas forcément pris en charge après le spectacle. Et ce genre de choses qui peuvent faire un petit peu sortir des gonds un thérapeute. En même temps, Mesmer, à ce moment-là, n'a pas forcément besoin d'être compétent. Il a besoin d'une performance parce qu'il est dans une performance de spectacle. Donc, en soi, pour lui, on ne va pas tellement lui reprocher. Ça fait partie du jeu, entre guillemets. Pour un thérapeute, par contre, on voit ici les problèmes de la performance. Si on cherche uniquement à être performant en positionnant un savoir-faire qui est rattaché à un savoir et que du coup on maîtrise, on en oublie le patient. Et quelquefois, la construction de la relation, la confiance qu'on va créer au niveau de la relation thérapeutique avec notre patient, et le fait que l'on tire vers la performance et qu'on oublie cette partie-là, va faire en sorte que notre technique, elle ne va absolument pas marcher sur ce patient. Parce qu'on en a oublié l'essence même et les fondamentaux même du rapport à la relation. Le fait de pouvoir transformer 80%, les 20% des prises en charge qui fonctionnent habituellement quand on fait de la street et qu'on se concentre uniquement sur l'exécution ou la performance, c'est de pouvoir prendre en considération le savoir-être et l'essence même de l'application de ce savoir-être. Comment je peux améliorer mon contact avec mon patient, ma relation avec mon patient, sans forcément avoir besoin de lui rétorquer des autorisations, lui demander des autorisations de faire, etc. Mais comment je peux créer une relation de confiance qui soit assez solide et assez engageante pour lui, pour faire en sorte que dans ma stratégie, ma technique fonctionne en rapport avec mon savoir. C'est dans l'équilibre de ces trois sphères qu'on retrouve la compétence. Et c'est dans la réflexion permanente et la remise en question permanente de la totalité de ces trois sphères pour vous, à chaque fois que vous prenez en charge un patient, qui vous permet aussi d'innover et de vous améliorer dans votre pratique. Ça, autant en cabinet, vous avez le temps de le faire. Moi, sur le terrain, en termes d'hypnose d'urgence ou en milieu urgent et en terrain difficile ou en terrain dégradé, en situation dégradée, ça en devient essentiel. Parce que en milieu urgent, on ne fait pas de l'hypnose. En milieu urgent, on fait du soin, on fait du paramédic, on fait de la prise en charge d'urgence et on va y ajouter un outil hypnotique pour pouvoir soulager le fait qu'on n'ait pas accès en milieu dégradé à certaines ressources matérielles ou certaines ressources humaines qu'on n'aurait pas dans le milieu civil. À titre d'exemple, moi, en tant que secouriste en milieu hostile, en étant en première ligne au combat, j'ai à la fois la charge et la responsabilité de répliquer au combat et à la fois la charge de prendre en charge les blessés. Donc, lorsque je prends en charge mon blessé, je suis déjà le seul soignant sur place. Il n'y a pas d'autres personnes autour, dans un premier temps. Et du coup, c'est moi qui dois faire la prise en charge de mes blessés, donc de plusieurs poules de blessés, alors que dans le milieu civil, on a une équipe de pompiers de 3 personnels pour un blessé. Et on déclenchera autant d'équipes que nécessaire, en dehors du protocole Novi, pour pouvoir prendre en charge tous ces blessés-là.
Moi, hors protocole Novi, je peux aller jusqu'à 5 prises en charge, voire 6 prises en charge de blessés seul sur une primo-intervention, avec matériel. Pour autant, je n'ai pas de drogue, je n'ai pas de stup. Il y a des matériels que je n'ai pas. Donc, il va falloir quelquefois que je puisse gérer mon pool de blessés d'une certaine manière, et c'est là où l'hypnose va pouvoir me rendre service et à moi et à mes patients. Il va falloir que je prenne aussi en charge d'autres éléments spécifiques qui sont propres à mon métier de secouriste. C'est là que mon savoir, c'est-à-dire la totalité des compétences théoriques que j'ai pu acquérir, vont pouvoir se mettre en rapport avec mon savoir-faire, à la fois mon savoir-faire en hypnose, mais aussi mon savoir-faire de paramédic, où j'ai des gestes qui peuvent aller jusqu'à des gestes de médecin d'urgence, et à mon savoir-être dans mon rapport éthique, où je deviens du coup le seul juge de la priorité médicale qui est présente sur le terrain, et où quelque part, du coup, j'ai le devoir de vie, la responsabilité de vie ou de mort sur les personnes que je prends en charge, parce que je ne pourrais pas sauver tout le monde, de base, enfin, sauver. On ne sauve personne, même en prise en charge, mais sur qui je vais pouvoir faciliter les chances de survie, améliorer les chances de survie par rapport à d'autres, et comment je dois prendre en considération ces éléments éthiques en fonction du savoir que j'ai, c'est-à-dire qui me permet d'évaluer l'état clinique d'un patient, et du savoir-faire qui est à ma disposition, c'est-à-dire comment, en fonction de son état clinique théorique, je peux répondre à cette urgence-là ou pas, et comment, en y répondant, je mets en conséquence la condamnation d'autres personnes, et combien, et avec quelles conséquences derrière dans ma chaîne hiérarchique ou dans ma chaîne décisionnelle ou dans ma chaîne de capacité à répliquer à une nouvelle attaque. Donc, en fait, cette analyse-là et cette remise en question, elle est permanente et elle devient absolument essentielle à partir du moment où on est sur le terrain. Mais elle peut être tout aussi efficiente pour vous en cabinet pour pouvoir vous remettre en question et réévaluer en permanence à quel point vous êtes compétent dans votre métier. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Donc, en fait, moi, ce qui est mon intérêt, c'est dans la prise en charge des traumatismes en situation d'urgence avec l'outil hypnose. Donc, moi, je pense à des choses comme utiliser pour l'analgésie. Est-ce qu'il y a d'autres façons de l'utiliser? Enfin, moi, j'ai déjà utilisé avec l'analgésie, finalement, en situation d'urgence avec quelqu'un qui s'est cassé la jambe. Et j'étais seule à côté de cette personne et voilà, je l'ai aidé à gérer sa douleur, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites et lesquelles? Alors, déjà, il faut faire attention avec les prises en charge en situation d'urgence. Si je dois mettre un bémol là-dessus, c'est effectivement, très bien dit Gilles, la notion d'éthique. Quand on prend en charge quelqu'un sous hypnose, il faut comprendre quelles vont être les conséquences de ce que l'on met en place sous hypnose. Quand on prend en charge patient, victime, quelqu'un qui est en état d'urgence, vitale ou relative, il faut avoir les compétences pour pouvoir évaluer justement cet état d'urgence, ce bilan d'urgence, et pouvoir se dire quelle va être la priorité des gestes que je vais effectuer, tant médicaux, paramédicaux, de secours, et ensuite, en dernier, de secours psychique, si nécessaire. Et quelles compétences j'ai pour le faire? Et quelles conséquences vont avoir chacun de mes actes dans cette chaîne sur mon patient? Par exemple, toi, Myriam, quelle est ta profession de base? Moi, je suis psychologue. Voilà. Je n'ai pas beaucoup de cas de situation d'urgence, je vais dire, mais ça, c'est un cas que j'ai eu, mais c'était avec un enfant qui est tombé d'un arbre. Donc, Ouais. évidemment, on a tout mis en œuvre pour faire venir des secours. Je vais vous donner un exemple en fait, qui est très concret en termes de gestion de l'urgence et notamment de l'utilisation de l'hypnoanalgésie sur une gestion d'urgence. Vous prenez en charge, par exemple, un accident de parapente avec un type qui se foire à l'atterrissage avec une fracture du fémur déplacée. Vous voyez la déformation au niveau du fémur avec la cuisse qui gonfle énormément, qui commence à noircir, donc avec une suspicion d'hémorragie au sein du muscle, voire une hémorragie extériorisée. Vous gérez l'hémorragie telle que vous avez pu l'apprendre dans votre PSC1, que je suis certain que vous avez tous passé. Je vous invite à le passer, hein, c'est un Vous devoir. voulez dire, en fait, moi, je suis belge, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un diplôme de secouriste, c'est quoi? Oui, Premier c'est le diplôme de secours. sauvetage de premier niveau, premier secours Oui, civique ok, de niveau oui, 1. enfin, oui, ça, C'est là enfin, où on apprend de base à masser, à poser un garrot vite fait, à faire un point de oui, compression. oui. Ouais, c'est mon avis, hein, mais je vous invite fortement à le passer. Si vous tombez sur une situation d'urgence dans votre vie de manière impromptue, les gestes de secours, ça ne s'invente pas. Il faut savoir les apprendre et les maîtriser, ou au moins les découvrir au travers de ces formations. Ça ne coûte rien.
Il y a même des moments dans l'année où c'est gratuit en France, hein, où il y a des organismes qui le proposent gratuitement. Il y a même vos entreprises, si vous n'êtes pas encore auto-entrepreneur, qui peuvent le financer. C'est absolument pas cher. En plus, si jamais il faut le payer, je vous invite vraiment à le passer et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sur cet accident-là, bon, déjà, le premier geste à faire, c'est absolument pas de rassurer le type qui s'est fracassé. Le premier geste à faire, c'est d'arrêter cette sacrée hémorragie. Sinon, bah, oui, vous allez peut-être le calmer, mais dans 3 minutes, il est mort. Donc, en fait, ça ne servira à rien. Donc, il y a une ordre de priorité dans les prises en charge. La priorité, c'est d'abord gérer les urgences vitales. La seconde, c'est prendre en charge et gérer les urgences relatives. En plus de prévenir les secours et les gens compétents pour pouvoir prendre en charge tout ça. Donc, de limiter les dégâts. Et ensuite, derrière, c'est de comprendre l'impact que va avoir ma prise en charge psychique, où dans ma tête et dans ma projection, je vois que le type est en train de souffrir et de crier comme pas possible, et où je me dis, le pauvre, il a besoin de calme et de sérénité pour pouvoir survivre à cet accident. Je vais vous poser une question importante. Quelle est la conséquence de mener une séance d'hypnose emmenant ce sujet-là, victime d'une hémorragie externe suite à une fracture du fémur ouverte, sur son état physiologique et du coup sur le reste de la prise en charge? Quelles vont en être les conséquences? Alors, on a Jérémy qui a levé la main, donc qui va nous répondre certainement. Ouais, mais Jérémy, ce n'est pas du jeu parce que toi, tu connais la réponse étant donné qu'on l'a déjà vu en formation ensemble. On a besoin de connaître l'état de douleur de la personne pour voir s'il y a des choses qui apparaissent, de savoir comment évolue sa situation. Alors, Gilles dit diminuer le saignement. Non, l'hypnose ne diminuera pas le saignement, pas de cette manière en tout cas. Moi, je dirais qu'il perd la conscience en fait de lui-même, donc en fait, il est peut-être plus apte à renseigner si jamais un médecin arrive et pose des questions de ressenti ou. Alors ça, c'est la réponse secondaire, c'est celle qui se rapproche de la réponse d'Alain. Effectivement, c'est juste, et on va la développer. Le maintenir conscient. Alors, maintenir consciente. Ok, mais quand tu vas utiliser l'hypnose, ça ne la maintiendra pas consciente, justement. Tu vas apporter une relaxation. Vas-y, Jérémy, je t'autorise à donner un indice. C'est avant même le principe de conscience. Donc, avant même le principe de conscience. C'est plus trivial que le psychique. C'est le physique. Oui, Alain, vas-y, continue, développe. En cas de traumatisme, le corps a des réactions. Par exemple, s'il y a une fracture au niveau de la colonne vertébrale, il va y avoir une réaction physiologique de contraction, de contracture, qui a pour visée de maintenir l'état du corps dans une position qu'il stabilise au maximum. Et s'il y a une fracture qui est instable, mais qui est maintenue par cet état de contraction, si on décontracte la personne, on risque d'entraîner des conséquences, par exemple au niveau de la colonne vertébrale, qui peuvent être la rupture de la moelle épinière. Pas mal du tout, alors. Pas mal du tout. Effectivement, lorsque vous êtes en état de stress suite à un traumatisme physique, vous avez un système autonome du corps qui va se mobiliser, c'est ce qu'on appelle le système sympathique, en générant une libération d'hormones qui sont excitatrices. Ces hormones, ce sont les hormones adrénergiques, tout ce qui va toucher à l'adrénaline, qui va venir mobiliser les fonctions vitales du corps pour à la fois créer une vasoconstriction, donc ça veut dire limiter le saignement, une myoconstriction, c'est-à-dire que les muscles vont venir se contracter aussi, ce qui fait en sorte que lorsque votre type il est conscient en train de crier qu'il a mal et qu'il est paniqué parce qu'il a le fémur qui sort de la cuisse et qui pisse le sang et qu'il sait qu'il risque de mourir en moins d'1 minute, lorsque vous posez votre garrot, vous le posez à une certaine pression correspondant aussi à la contraction musculaire qui se présente au niveau de cette jambe, à l'inflammation des tissus qui est en réponse à la blessure physique et à l'état de stress et donc de libération d'adrénaline du corps qui fait que même les vaisseaux, le réseau artériel sera comprimé d'une certaine manière, sera construit resserré d'une certaine manière. Et donc, il va limiter lui-même, de fait, par préservation et par réflexe de corps, le saignement en soi. D'accord ? Donc, en fait, ce stress-là, cette libération d'adrénaline, elle a un rôle. Donc, le fait que le type soit en panique à ce moment-là, ça a un rôle. Si vous commencez à jouer avec l'hypnose et à créer un état de relaxation sur ce type de victime, qu'est-ce que ça crée ? Cette fois-ci, vous allez jouer avec le système parasympathique. C'est-à-dire que le but, c'est de générer des hormones GABAergiques qui vont au contraire venir relâcher le corps, rabaisser
le rythme cardiaque, rabaisser le cycle respiratoire et donc diminuer la totalité des défenses qu'a mis en place votre corps pour répondre à l'agression. Sauf que vous faites ça alors que votre type il a déjà perdu un certain volume de sang. Il faut savoir que le temps nécessaire à se vider de son sang avec une hémorragie au niveau du fémur, il est de 3 minutes. Encore, on peut même descendre jusqu'à 1 minute 30. Donc ça va extrêmement vite, d'accord ? En fonction de comment est atteinte l'artère au niveau fémoral. Donc il faut prendre en considération ces notions-là. Votre corps, il se protège d'une certaine manière et toutes ces libérations-là et ce stress-là, c'est une réaction de défense. Le stress n'est pas mauvais. C'est comme la douleur, elle n'est pas mauvaise. Ce sont des réactions de défense. Elles sont difficiles à gérer de temps en temps parce qu'elles sont hautes en intensité, et donc c'est l'intensité qu'il va falloir venir gérer, mais ce n'est pas une suppression, en aucun cas. Et là, on voit que dans un cas comme ça, en état d'urgence, où vous n'avez aucun moyen de pouvoir stabiliser médicalement, c'est-à-dire avec des stupéfiants, l'état de tension artérielle et de tension corporelle du corps de votre victime, eh ben, ça ne sert à rien de le détendre. Parce que vous risquez d'aggraver les choses. Vous allez aggraver l'état de décompensation. Ce qui fait qu'en fait, que votre type, il va avoir un cœur qui bat moins vite alors qu'il a un volume de sang plus bas et qui va respirer moins vite alors que du coup, comme il a moins de sang et du coup moins de tension dans le sang, il sera moins oxygéné. Il va se refroidir plus vite et du coup, il va rentrer plus vite en acidose et du coup, il va plus vite flinguer son foie, ses reins et puis il va plus vite mourir. L'hypnose en urgence, c'est cette notion-là qu'il faut avoir. C'est de quelle manière je dois travailler hors éthique de cabinet, parce que je ne suis plus dans le même contexte, pour qu'elle ait une véritable utilité, soit pour moi en tant que secouriste pour faciliter ma prise en charge, parce que j'ai les moyens de vérifier d'autres choses, soit pour ma victime, parce que je sais de quelle manière je dois mener mes stratégies hypnotiques pour améliorer ses chances de survie, soit pour les deux, dans un consensus spécifique pour pouvoir gagner du temps et sur la prise en charge et sur les capacités de survie de ma victime. En gros, là, dans le cas que je vous ai présenté, la meilleure façon de pouvoir aider votre victime à pouvoir s'en sortir, ce ne serait pas de lui créer un état de relaxation et de détente pour pouvoir accepter ce qu'il a vécu, c'est au contraire de pouvoir entretenir son stress et la libération naturelle qu'il a d'adrénaline. Et donc, ce serait aller complètement à l'encontre de la bienveillance que vous pourriez avoir dans un contexte de cabinet. Par exemple, Nathalie, très bien, la première chose que l'on fait avant de parler d'hypnose, c'est le faire parler. C'est le rôle en général de l'écureuil, de celui qui est au maintien de tête dans un accident de la voie publique chez les pompiers, ou d'un tout intervenant en milieu santé, en secours. À partir du moment où il est seul et isolé, la première chose que l'on nous demande à nous, en tant que secouristes au combat, c'est déjà de pouvoir réussir à faire parler et à réussir aussi à laisser une victime crier de douleur. Parce que tant qu'il crie, c'est qu'il est vivant et c'est qu'il est conscient. C'est justement au moment où il ne crie plus et où il ne fait plus de bruit que là, il va falloir un petit peu s'inquiéter. On a une question de Gilles. Pour stimuler le stress sous hypnose, oui, si tu peux générer une détente, tu peux générer un stress. Après, ça va dépendre de la stratégie que tu vas mettre en place et de la manière dont tu vas t'y prendre pour pouvoir le générer. Mais bien sûr qu'on peut. Bien sûr, j'ai même tenu l'année dernière à un congrès médecine, 3 conférences spécifiques. Il y avait Agnès Buzyn, il y avait plein de gens, en bref, qui parlait justement de l'immersion mentale contextuelle. Donc, c'était l'un de mes gros projets de recherche à l'armée sur la manière que l'on pouvait avoir de prévenir les états de stress post-traumatique chez les combattants en créant des scénarios sous hypnose en termes de simulation santé pour pouvoir intégrer des informations et des apprentissages spécifiques à des éléments traumatiques qu'ils pourraient vivre au combat. Le premier élément traumatique que tu peux vivre au combat en tant que combattant, c'est la gestion de la douleur et la blessure au combat. Parce que quand tu es blessé au combat, tes chances de survie, elles sont extrêmement basses. Pas simplement parce que les blessures de guerre te font mourir vite, ça oui, mais aussi parce que tu es démuni et que tu es sans défense à partir du moment où tu es blessé. Tu n'as plus les capacités de réplique avec ton arme, tu n'as plus les capacités de déplacement, tu n'as plus les capacités de furtivité que tu pourrais avoir en état normal. Donc, ça te remet à mal très rapidement. Et la première chose que l'on a fait, c'est au lieu de venir calmer la douleur, c'est d'en créer une chez le combattant dans un état de simulation santé, donc avec un encadrement de simulation, pour pouvoir lui faire vivre de véritables blessures et de véritables douleurs à une véritable intensité, dans un contexte qui est parfaitement architecturé sous hypnose, c'est-à-dire qu'on se retrouvait au combat et dans des zones de combat, avec tout le ressenti qu'il pouvait avoir.
Et ce qui avait pour conséquence, non seulement pour lui dans l'apprentissage qu'il faisait de sa douleur et qu'il vivait, aussi un apprentissage pour les intervenants qui allaient travailler sur lui. Parce que lui, en fait, il servait aussi, tant qu'à faire, de plastron pour les intervenants qui étaient en train d'apprendre les gestes de secours. Ou du coup, il ne se retrouvait plus avec une victime qui faisait semblant de crier, mais une victime qui criait de douleur. D'accord ? On est sur un apprentissage en simulation santé qui est encadré, monitoré, c'est-à-dire qu'on met la personne sous machine pour pouvoir vérifier ses fréquences, ses fonctions vitales. Ce sont des recherches et des process de recherche qui sont ultra complexes et ultra développés. On n'est pas sur de la prise en charge en cabinet vite fait comme ça ou sur de la street. On est sur des choses qui sont encadrées médicalement. Des mots-clés à privilégier en situation d'urgence. La première chose à privilégier en situation d'urgence, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans avoir de compétences et de connaissances en milieu de secours, c'est de s'abstenir d'intervenir en termes de gestion en santé mentale ou quoi que ce soit. Vous avez des process qui sont super intéressants. Le protocole 6C développé par l'armée israélienne, même s'il a été développé au niveau marketing aujourd'hui un peu partout dans le monde et qu'on vous le vend un peu pour tout et pour rien, il faut savoir que d'abord, avant tout, c'est un protocole de gestion d'urgence d'un dépassement émotionnel intense, un état de traumatisme aigu, un état de stress aigu, en affection traumatique, qui permet de pouvoir ramener le personnel qui est dépassé par ses émotions dans un état de lucidité qui lui permet de pouvoir se remettre au combat. Donc, le protocole 6C, il a un usage en milieu d'urgence avec des équipes qui sont compétentes pour l'utilisation de ce protocole. Ce n'est pas parce que vous allez l'apprendre 3 jours en formation à gauche à droite que vous allez pouvoir l'utiliser dans tout contexte. Ça répond à un contexte spécifique d'urgence en milieu dégradé. Point. Ce n'est pas là pour gérer absolument tout. Oui, le process en soi est intéressant pour plein de choses, gestion des émotions, etc., en l'adaptant un petit peu, mais ce n'est pas parce que vous allez apprendre le protocole 6C que vous allez pouvoir gérer toutes les crises du monde. Non, ça demande des compétences supplémentaires. Il ne faut pas oublier que tous ces process, tous ces protocoles, ce sont avant tout des outils. C'est un savoir-faire. Le savoir-faire en soi seul ne sert à rien. D'accord ? La compétence, c'est un ensemble de savoir-faire, de savoir-être et de savoir répondant à un contexte. Non, moi, je veux juste dire, on a tout juste envie de rester dans son petit coin parce que c'est quand même pas rien, quoi, de gérer une urgence. Non, c'est absolument pas rien. Il ne faut Donc, pas oublier qu'avant notre petite personne et quelles tâches on peut effectuer parce qu'on se sent à cet instant un petit peu incompétent et incapable de faire quoi que ce soit et impuissant, il faut d'abord se poser la question de pourquoi on veut se rendre capable et pourquoi on veut avoir du pouvoir dans ces situations-là. Avant une crise d'ego, il faut savoir que c'est un devoir altruiste de porter secours et que ça demande des compétences et une responsabilité. Ce n'est pas s'occuper d'un chat coincé dans un arbre, s'occuper d'un humain qui est en état d'urgence et qui potentiellement risque sa vie, de manière relative ou de manière vitale. En même temps, le moteur, ça peut être non-assistance à personne en danger. Bien sûr. Sans être quelque chose d'égotique, ça peut être « Ouh là là, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'être utile. » quoi. Voilà. Et la première chose à faire quand on n'a pas des compétences en termes de sauvetage et de secourisme, avant de se demander comment je peux soulager sa douleur, sans penser aux conséquences que ça peut avoir, première chose qui est accessible à tout le monde, c'est alerter, protéger et ensuite secourir. Ça veut dire que le premier réflexe que vous devriez déjà avoir, c'est appeler les secours, appeler les gens compétents dans cette situation. Et ensuite, protéger, c'est-à-dire sécuriser l'endroit et les circonstances dans lesquelles s'est passé l'accident pour éviter justement que tout le monde s'en mêle. C'est ça déjà, les premiers bons réflexes en temps de sauvetage, c'est d'abord ça, et après le reste. Ce n'est pas se jeter sur la personne en disant « moi je sais faire ». Non, ce n'est pas comme ça que vous aiderez les personnes. D'abord, appelez les personnes qui sont de cette profession et de ce métier. Bien et sûr. rien que là, déjà, vous répondez à ce devoir altruiste d'assistance à la personne en danger. Ça nous remet bien à notre place. Dans notre rôle de sauveur, après, dans notre rôle de sauveur, de vouloir être un sauveur à tout prix, quoi. Ouais. Le métier des relations humaines, que ce soit des relations humaines d'urgence ou de prise en charge plus longues comme des psychothérapies ou de prise en charge plus courtes comme des thérapies brèves, c'est des relations humaines et c'est justement cette notion d'ego qui vient en compte dans l'humilité et dans l'évaluation de son savoir-être. Pourquoi je fais ce métier et qu'est-ce qui me demande de faire ce métier? Pourquoi j'ai besoin de ce métier? Ce sont ces questions-là qu'il faut se poser avant tout pour justement être parfaitement au clair dans la prise en charge de nos patients, de nos clients, de nos sujets. Quand on fait du secourisme, moi, il n'y a rien qui me rend plus dingue qu'un type qui me dit « je veux être le sauveur du monde » ou « je veux sauver des gens dans des situations incroyables ». Non, on ne sauve personne. Même un chirurgien ne sauve personne. Il met en place ses compétences
c'est-à-dire son savoir-faire, son savoir-être, ses savoirs, au profit de l'amélioration des chances de survie de quelqu'un. Mais le fait que la personne survive ou pas, au bout du compte, la personne qui en a le plus de pouvoir et d'influence, c'est la personne elle-même, la victime elle-même. Et des fois, tu auras beau mettre en place toutes tes compétences, tout ton savoir, tout ton savoir-faire, tout ton savoir-être, que tu sois chirurgien ou secouriste, bah, ton type, il va crever. Et puis, des fois, tu seras dépassé dans ton savoir-faire, dans ton savoir, dans ton savoir-être. Tu ne sauras plus quoi faire. Tu as le type qui est là sur la table. Et puis, tout d'un coup, tu ne sais pas pourquoi. Hop, ses fonctions vitales se rétablissent. Le type, il survit. Tu ne sais pas comment. Toi, ça fait 3 heures que tu es dessus, que tu trifouilles dans tous les sens, que tu te dis, bah, il va crever, je ne peux rien faire, c'est mort, j'arrête. Et puis, pouf, le type, il survit. Ça ne nous appartient pas, que la personne survive. Vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est potentialiser ses chances de survie. C'est tout. Et les potentialiser comment? Bah, c'est en répondant aux compétences que vous avez. On n'a pas un devoir de résultat, on a un devoir de moyens. Les moyens et les compétences qu'on a, on les met au service d'une personne qui a un besoin de ses compétences et de ses moyens. Le résultat, il appartient à la personne. Et ça, que ce soit dans le secourisme, dans la médecine, dans le soin, dans la thérapie. Alors, je rappellerai quand même un grand principe en la matière, c'est premièrement ne pas nuire. Surtout savoir ce qu'il ne faut pas faire en premier lieu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Parce que là, il y a eu quand même des éléments qui étaient super importants, qui peuvent un peu chambouler notre position en tant que thérapeute, qui peuvent nous faire dire, attends, mais finalement, ce métier, ouais, il m'intéresse, il y a le fantasme du secours, etc. C'est passionnant, le milieu du secourisme, franchement, et les milieux d'urgence, c'est top, mais ça demande une compétence particulière. Si ça vous intéresse, formez-vous, lancez-vous dedans. Il y a la Croix-Rouge, il y a plein de trucs qui demandent en permanence des secouristes. Quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau, ils vous formeront correctement. Mais c'est comme tout. Formez-vous si ça vous passionne et allez faire ce métier qui est fantastique, mais en toute connaissance de cause, en toute connaissance des conséquences, et pour vous et pour les gens que vous prendrez en charge, et des capacités, des compétences que vous avez réellement ou que vous allez acquérir. Et ce qu'elles vous permettent, ces compétences. C'est ça qui est intéressant. Quand on arrive à être au clair avec soi et au pourquoi on fait ce métier-là, et ben du coup, on arrive à pouvoir à la fois combler la totalité de la quiétude et du bonheur que nous apporte notre métier dans sa passion, et aussi à la fois à savoir où sont nos limites en termes de compétences, en termes d'engagement personnel dans une prise en charge, parce qu'on ne le fait pas pour soi, on le fait pour les autres. Parce qu'avec soi, on est au clair. Là, on peut être effectivement dans la position du sauveur, à vouloir à tout prix justement sauver la vie de la personne. Alors peut-être qu'elle simplement elle souffre, mais elle n'est pas en danger. Et Donc, quelquefois, être bienveillant avec quelqu'un, être dans une stratégie bienveillante, c'est aussi passer par des éléments qui peuvent nous paraître hyper malveillants. Quand on dit sauvegarder le stress de quelqu'un et le laisser crier et le laisser, quelquefois, c'est le seul moyen de le garder vivant, de potentialiser au maximum ses chances de survie. Que si vous le faites arrêter de crier, vous vous privez de plein de signaux qui pourraient vous permettre de vous alerter sur d'autres choses. En fait, je voulais rebondir sur le ne pas nuire, le principe de ne pas nuire. C'est encore faut-il en avoir conscience. Et c'est vrai qu'en situation d'urgence, en voulant faire bien, il arrive souvent qu'on nuise sans le vouloir et en toute bonne foi. Et c'est vrai que pour le coup, la formation de Jérémy est très instructive là-dessus parce que justement, comme on vient de le voir là, on va à l'encontre de nos premiers instincts de porter secours. oui, oui, juste, je ne sais pas si tu as entendu, je parlais des personnes qui peuvent avoir l'air de souffrir énormément et en fait qui n'ont pas grand-chose. Simplement, elles ont une difficulté avec les traumatismes ou la douleur ou peu importe quoi. Et puis d'autres personnes, à l'inverse, qui ont vraiment, suite à un accident, quelque chose d'assez sévère, mais qui ne vont pas exprimer grand-chose, qui vont rien dire, qui vont dire, bon, bah, ça va, non, non, c'est rien. Alors, avant de parler de troubles psychiques, il faut aussi parler de la subjectivité de la perception. Notre perception cognitive, elle est unique, au même titre que nos empreintes digitales. Quand on perçoit le monde et qu'on le cognitivise, qu'on le rend disponible à la conscience, c'est-à-dire qu'on arrive à communiquer dessus, notre vision du monde, ce n'est pas la réalité. Notre vision du monde, c'est la perception et notre interprétation de la réalité. Votre douleur, la façon d'exprimer la douleur, la façon que vous avez de le communiquer, c'est-à-dire de crier, de pleurer, de vous retourner, de souffrir de douleur, ou au contraire de vous prostraire, ou au contraire de ne rien dire et de vous enfermer dans un canevas d'immobilité et de stoïcisme complet, avant
de pouvoir en déduire d'un trouble psychique, on va d'abord se poser la question de la subjectivité de la perception de la douleur. Qu'est-ce qui, comme influence tout au long de votre vie, que ce soit votre culture, vos expériences de vie, la manière dont vous avez été éduqué par vos parents, par l'école, par vos croyances religieuses, par vos croyances communautaires, a un impact sur votre perception de la douleur. Si on prend par exemple, à l'armée, c'est génial pour ça, parce qu'en fait, c'est un rassemblement en micro-échelle, c'est un microcosmos de plein de cultures différentes. C'est ultra cosmopolite. On retrouve des gens qui viennent de partout avec des expériences qui sont complètement différentes au sein d'une même armée, au sein de l'armée française. Et du coup, j'ai fréquenté sur le théâtre des gens qui venaient de Tahiti, des Tahitiens, on appelle les Taïpouettes, des musulmans, des Français, des Africains noirs, des Guadeloupéens, des Antillais. Il y avait de tout. On était un multipode de cultures et d'influences différentes. Et lorsqu'on est blessé, eh ben, on remarque effectivement qu'il n'y en a pas un qui va réagir exactement de la même manière face à une blessure et face à la douleur. La douleur, elle est subjective. Ce n'est pas parce que vous entendez quelqu'un pleurer que sa douleur, elle va être à 9 sur 10. Le seul qui est capable de pouvoir évaluer sa douleur, c'est lui. C'est pour ça qu'on a inventé dans le système médical les échelles visuelles analogiques. Cette petite échelle qu'on vous présente de 0 à 10 et qu'on fait bouger le curseur, vous savez, ou qu'on vous demande simplement d'évaluer votre douleur. De 0 à 10, sachant que 0, vous n'avez pas mal du tout, vous êtes dans un état qui est parfait, et 10, c'est une douleur insupportable, à combien vous situez votre douleur? Si votre type, il a l'air complètement normal comme moi là maintenant, et qu'il vous dit 7, est-ce que vous pensez qu'il ajuste sur son échelle? Eh oui, s'il répond 7, c'est qu'il a mal à 7. Ce n'est pas parce qu'il est exactement comme moi, ultra stoïque, qu'il n'a pas mal à 7. Vous n'êtes personne pour juger à sa place. Si vous dites qu'il a mal à 7, il a mal à 7. Point. Excuse-moi, Jérémy, mais bon, j'ai bossé quand même pas mal d'années en milieu hospitalier et je sais que parfois les personnes ne comprennent pas la question. C'est ça. Il faut C'est-à-dire savoir pouvoir qu'ils l'adapter. vont dire 7, mais en pensant l'inverse, en pensant 3. C'est pour ça qu'il faut être très clair sur la question qu'on va poser, ou il faut utiliser l'échelle visuelle analogique, c'est-à-dire la petite règle avec le petit morceau de papier. On voit bien les éléments. Une personne qui ne parle pas ta langue, par exemple, eh ben, le fait d'avoir le smiley qui sourit, le smiley qui pleure en tout rouge, en sueur, eh ben, ça permet de savoir un petit peu mieux comment se positionner. Il sait quand même lequel représente la douleur et lequel ne représente pas la douleur pour lui, même s'il ne l'exprime pas et ne la communique pas. Il va pouvoir te montrer s'il a un malaise ou un bien-être. Le simple fait de prononcer, sur une échelle de 0 à 10, tu te sens à combien? Il n'a pas d'indicateur, il ne peut pas savoir. Il faut être particulièrement clair sur cette question pour être parfaitement compréhensible et vérifier qu'on ait bien été compris. Mais par contre, le résultat en soi, à partir du moment où on a été clair, concis et précis dans les instructions, il appartient au patient. Il ne t'appartient pas à toi. Et ce n'est pas à toi de juger s'il a bien compris ou mal compris la question. Tu as un doute, recommence, repose la question. Mais par contre, l'erreur à ne pas faire en tant que soignant, et je l'ai vu milliards de fois par des aides-soignants, par des infirmiers, en milieu hospitalier ou en milieu préhospitalier, aller corriger à la place du patient l'échelle visuelle de la douleur, l'évaluation de la douleur, alors que non, c'est comme si vous vous permettiez de dire en cabinet, ah mon Dieu, avec ce que vous avez vécu comme horreur, c'est normal que vous soyez dans un état comme ça, c'est sûr que vous êtes dépressif. Qui vous êtes pour juger de la dépression de quelqu'un? Vous êtes médecin? Vous êtes psychiatre? Non, ce n'est pas à vous de juger ça. Vous êtes là uniquement pour récupérer les informations factuelles d'une émotion d'une personne et la mettre en corrélation avec ce qu'elle vous communique de cette émotion. Et ça, ce sont des informations qui sont factuelles, qui ne sont pas interprétées par vous. Et même si on en arrive à récupérer ces informations, il faut réfléchir en termes de probabilité statistique. C'est-à-dire que quand bien même j'ai ces infos et j'ai réussi à trouver des éléments factuels qui me donnent telle émotion et des éléments subjectifs qui me permettent de comprendre qu'il est en phase avec cette émotion, parce que je les ai retrouvés plusieurs fois dans un tableau spécifique de statistiques, ben, à la fin, vous pouvez être sûr de rien. Vous n'avez qu'une hypothèse. Et cette hypothèse-là, eh ben, en fonction de son taux de fiabilité, en fonction de son taux de probabilité, s'il est assez élevé, je vais pouvoir aller enquêter dessus. Mais pour autant, je ne suis pas certain d'être au bon endroit, parce que je n'ai pas des compétences de psychiatre, déjà. Enfin, je ne sais pas s'il y a des psychiatres ici. Et parce que je n'ai pas des compétences qui me permettent à un moment donné de pouvoir affirmer ça. Je ne suis pas à la place de la personne, je ne sais pas ce qu'elle a vécu et je ne sais pas de quelle manière elle perçoit son monde. Encore une fois, on n'a pas tous la même carte du monde. Pour reprendre les termes de PNL, même si je ne supporte pas ça,
Parce qu'en fait, une carte du monde, si on devait récupérer la carte du monde de chacun, on se rendrait compte qu'elle évolue en permanence. C'est pas fixe, une carte. À chaque fois que vous êtes influencé par des données, par exemple là, ce que je suis en train de vous partager, pour certains, il y en a certains qui auront envie de me cracher dessus et de complètement infirmer tout ce que je dis parce que ça ne leur convient pas et que ça remet peut-être un peu trop en question, et ça va un peu trop à l'encontre de ce qu'ils sont en train de penser. D'autres pourront prendre une partie de ce que je suis en train de dire et de remettre en considération un petit peu les acquis qu'ils avaient et les convictions qu'ils avaient jusqu'à maintenant, donc faire évoluer un petit peu leur pensée ou la remettre partiellement en question en ayant envie d'aller rechercher d'autres informations. Et il y en a d'autres qui pourraient être parfaitement convaincus de ce que je dis et se remettre complètement en question. Ça, en fait, c'est un process d'adaptation à l'information que vous êtes en train d'acquérir qui va venir modifier votre perception et donc votre carte du monde, entre guillemets. Elle évolue en permanence, quelle que soit l'influence que vous rencontrez au sein de votre environnement. C'est ce qui fait la magie de l'être humain. On est les êtres vivants les plus vulnérables du monde. On a une vue qui est merdique, on a un odorat qui est pourri, on a une ouïe qui est à chier, on a une compétence sexuelle qui est au plus bas du marché, on est ultra vulnérable dans ce niveau. On a une capacité à résister aux basses et aux fortes températures qui est absolument en bas de l'échelle. On est ultra vulnérable, en fait. La seule chose qui nous rend aussi incroyable et aussi unique dans la vie animale, c'est notre capacité d'adaptation, notre capacité à pouvoir s'adapter à un environnement et à un milieu qui nous stimule d'une certaine manière, avec plus ou moins de temps, bien sûr. Si on peut passer de moins 10 à plus 50 en l'espace de quelques secondes, je pense qu'on ne va pas résister très longtemps. Le malaise s'annonce pas très loin. Mais vous comprenez cette notion ? Voilà. Si on reprend cette notion d'adaptabilité, c'est bien que si on est si adaptable et si influençable par les informations qui nous viennent de notre environnement pour nous y adapter, c'est bien que la totalité de ce qu'on en perçoit et la manière dont on a de l'intégrer n'est pas le reflet de la réalité, mais la manière de le percevoir qui nous permet au mieux de nous y adapter. Si on devait résumer, la réalité est subjective et elle appartient à chacun d'entre nous. Les biais, exactement, Nathalie. En fait, les biais cognitifs, en soi, on en a tous en permanence. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir nous positionner dans notre environnement, que ce soit de manière sociale, que ce soit de manière naturelle, que ce soit de manière animale, de manière psychosociale ou psychologique. La place que l'on prend dans notre environnement est directement dirigée par nos biais. En soi, en tant qu'humain, en tant que personnel, en tant que personne, chacun a ses valeurs, chacun a ses croyances, chacun a ses attentes, chacun a ses positionnements, chacun a ses convictions. Et c'est ce qui fait la magie des échanges. Et c'est ce qui fait qu'il y en a certains qu'on ne pourra pas saquer, il y en a d'autres qu'on va adorer. Et c'est top, et c'est génial. Par contre, en tant que praticien, vous ne savez pas qui va venir à votre cabinet. Et vous savez encore moins en quoi il croit et quelles sont les attentes qu'il a quand il a entendu parler que vous faisiez de l'hypnose. Donc, s'il y en a un qui doit s'adapter, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est vous dans votre pratique ? Lui, il n'a rien demandé à personne, il vient pour demander de l'aide. Donc, il n'est pas là pour répondre à vos croyances et à votre pratique. Celui qui doit s'adapter en tant que professionnel et être capable et avoir l'humilité de pouvoir répondre à toute croyance ou à toute attente d'un patient et à pouvoir modeler et adapter sa façon de travailler à quelqu'un, c'est le thérapeute pour le patient, pas le patient pour le thérapeute. Ça va ? Alors, on a une question, une main levée. Voilà, donc j'aurais voulu avoir une réponse concrète. Par exemple, dans une situation accident de la route, s'il y a des témoins collatéraux qui sont sous le choc aussi, est-ce qu'on peut intervenir et comment ? Alors, ce qu'on appelle les impliqués, les personnes autour qui ne sont pas blessées physiquement, mais qui peuvent être atteintes psychiquement par la situation, on appelle ça des impliqués. La première chose à penser, déjà, comme je le disais tout à l'heure, c'est alerter les secours et protéger la zone. Avant de s'occuper de la victime, il faut déjà s'occuper d'éviter les aggravations de la situation en évitant un suraccident, par exemple, pour le cas d'un AVP, c'est en évitant qu'il y ait une autre bagnole qui rentre dans la bagnole qui est déjà accidentée. Pour ça, c'est simple, on se met à 100 mètres ou à 150 mètres en amont de l'accident avec son gilet jaune et son petit triangle et on fait des signes à tous les autres automobilistes qui arrivent de ralentir avant qu'il y en ait un qui tape dans la voiture qui est au milieu de la route. Ça, c'est le premier réflexe. Ensuite, derrière, je vous invite, si vous voulez vraiment vous rassurer par rapport à une situation comme ça, à aller vous former, aller passer votre premier secours civique de niveau 1 en passant par une association. Vous verrez que c'est gratuit, ça ne coûte rien.
C'est une journée de formation qui va vous permettre de pouvoir vous poser tranquillement et de pouvoir exactement avoir les compétences pour répondre à ça. Donc, je ne peux pas complètement répondre à ta question. En termes d'hypnose, ensuite, pareil, ça va dépendre de ce qui est en jeu. Moi, très franchement, je ne vous conseille pas du tout d'intervenir sur un accident en utilisant vos compétences d'hypnose. Clairement pas. Surtout si vous n'avez pas les compétences de secours ou les compétences médicales ou paramédicales vous permettant d'évaluer l'état de la victime. Parce que vous avez 80% de chances de faire de la merde. Clairement. Vous avez 80% de chances d'aggraver la situation. Alors vous avez, je comprends cette volonté de vouloir bien faire. Je comprends cette volonté de vouloir vous impliquer à améliorer les choses. Oui, et c'est très bien. Et si vous avez un enfant qui tombe et qui se plaint parce qu'il a mal du genou et parce qu'il est égratigné et qu'il n'y a aucun risque réel, médical, là, maintenant, tout de suite, pour cette personne, parce que l'enfant s'est relevé tout seul et qu'il exprime, il communique juste sa souffrance d'un genou égratigné, là, effectivement, vous n'avez pratiquement aucun risque. Et encore, ça va dépendre de la gravité de la manière dont il est tombé et de ce qui pourrait être sous-jacent aux blessures qui sont apparentes et celles qui sont non apparentes. Mais dans cette situation, vous prendriez moins de risques par rapport à votre victime. Par contre, sur un AVP, sur un accident de la voie publique, prenez pas de risque. Vous n'avez pas les compétences pour. En termes de cinétique de l'accident, en termes de violence du choc, en termes de mobilisation des éléments de sécurité de la voiture, vous ne pouvez pas savoir quelles sont les atteintes de la victime. Parce que des fois, il y a des choses qui ne sont pas visibles. Une hémorragie interne, vous ne la verrez pas. Vous ne saurez pas la voir. Et quand nous, on la voit en tant que secouriste, c'est déjà trop tard en général. On trouve un abdomen dur, c'est déjà le domaine est rempli de sang. Donc en fait, c'est déjà très mal engagé pour la victime. S'il n'y a pas le SAMU qui arrive là-dessus dans les 3 minutes, en général, ça pue. Donc, ce sont des choses dont vous ne pouvez pas avoir conscience. Et si vous n'en avez pas conscience de cette hémorragie interne, vous n'avez pas peut-être conscience aussi de l'aggravation que pourrait causer votre impact sur la relaxation de la victime, alors qu'au contraire, il aurait fallu garder un certain état de stress. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Donc, la bonne manière de vous comporter en utilisant des compétences en hypnose sur un accident de la route, c'est de vous abstenir si vous n'avez pas les compétences afférentes au secourisme direct, parce que vous risquez de vraiment aggraver les choses. Alors, c'est vraiment une question de bon sens, si vous n'êtes pas formé, d'aller vous former au premier secours, parce que ça peut vraiment vous rendre service au quotidien. L'incident est toujours inopiné quand on s'y attend le moins, donc il faut avoir les réflexes en soi. C'est pas au moment où ça se produit que vous allez apprendre. Donc, effectivement, la proposition de Jérémy est très bien d'aller se former. J'ai Gilles qui a levé la main. Alors, moi, j'ai une question. Quand j'ai posé la question, peut-on stimuler le stress sous hypnose? C'est stimuler le stress sur une zone corporelle. Et c'est pour ça que j'avais rajouté dissocier la plaie du reste du corps. Et le problème du militaire, de ce que j'en connais, parce que je ne suis pas militaire, c'est que c'est un réactif à son environnement. Il est en réaction à son environnement. Il n'est pas un être humain tout à fait normal. Et comment on lui apprend à gérer l'émotion qui émerge en réaction des émotions qui sont le signal de l'urgence du malade? Voilà. Alors, un militaire, c'est un humain normal. Hein. Je ne suis pas bizarre et je ne suis pas transformé, je ne suis pas anormal, je n'ai pas des compétences surnaturelles. Je suis absolument normal, complètement vulnérable comme tout être humain. Oui, non, mais ça, c'est au niveau physique. Vous êtes entraîné Ouais. pour être dans Au niveau des psychique, situations de combat qui ne sont pas tout à fait normales pour un être humain normal. très bien. Il y a ce mot qui est très important que tu viens de prononcer, c'est l'entraînement. On est entraîné, on est conditionné à ça. C'est-à-dire qu'on a une connaissance, une expérience, un apprentissage qui nous a été donné pour pouvoir répondre à des situations qui sont des situations d'horreur, des situations de stress intense, des situations de rusticité intense, d'isolement intense, de froid intense ou de stimulation environnementale intense. Moi, je suis militaire spécialisé en montagne, par exemple. J'ai été entraîné à résister au froid. Mais pour autant, je n'avais pas des compétences physiques et physiologiques avant de résister au froid. Je n'avais même jamais fait de ski avant. Je n'ai même jamais monté Ça, sur un c'est des sommet avant. compétences physiologiques. Moi, je parle de compétences de la réaction humaine face à un être humain en souffrance qui peut appartenir à tout le monde, mais qui ne doit pas vous empêcher de rester le militaire entraîné et en mode combat. C'est l'émotion complètement... que l'on ressent quand l'autre est émotionné par sa souffrance parce qu'il est blessé.
va vous empêcher d'être opérationnel, et comment on vous entraîne pour garder cette capacité opérative lorsque vous êtes affecté par votre propre émotion dans l'émotion de l'autre, par l'effet d'empathie qui est propre à l'être humain et qui est propre aux animaux, hein. Tu parles de l'empathie, justement. Qu'est-ce qui se passe lorsque, en général, on parle d'empathie de manière civile, je parle. Qu'est-ce qui se joue? Par exemple, quand tu vois quelqu'un souffrir, qu'est-ce qui se passe en toi quand tu me parles d'empathie? Ah, mais Empathiquement moi, je suis parlant, qu'est-ce qui se dissocié. passe? Moi, j'ai un PTSD, je m'en contrefous. Je suis juste en train de regarder comment je peux l'aider. Voilà. Moi, qu'il souffre ou qu'il ne souffre pas, ça ne joue pas sur mes émotions. C'est une question que je pense aussi à tous les autres. Comment vous vous sentez quand quelqu'un souffre? Ça peut être soit on est dans la vie quotidienne et puis on réagit émotionnellement, soit on est dans une compétence d'aider la personne et donc là, on va mettre en œuvre ses connaissances, son savoir et là, il n'y a plus les émotions qui interviennent. On est dans Pas l'action. mal. Et effectivement, les réactions que l'on a dans un environnement, quel que soit l'environnement, que ce soit un environnement guerrier, un environnement stable, un environnement, il répond en fait à une notion d'interplay entre différents facteurs qui sont influenceurs. C'est-à-dire que votre façon de réagir à un événement est directement influencée par différentes variables qui vont venir entrer en jeu dans l'analyse de ce que vous êtes en train de vivre, de manière inconsciente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand je vis la stimulation, quand je vis un environnement, prenons par exemple, je sais pas, la première fois que j'ai vu un charnier, par exemple. Donc, un charnier, c'est un gros trou dans la terre avec plein de cadavres couverts de chaux qui sont en train de pourrir au soleil depuis quelquefois plusieurs jours ou plusieurs semaines. On va avoir 5, 10, 15, 25 cadavres à l'intérieur. Quand vous tombez sur un charnier, si vous n'avez jamais vécu ça, que vous avez un rapport spécifique au corps humain et à la sacralisation du corps, et que c'est la première fois que vous voyez un corps en décomposition, la première fois que vous en sentez l'odeur, il va avoir un impact sur vous qui sera bien plus influenceur que si jamais vous avez déjà connu ça auparavant. La notion d'apprentissage est déjà un élément influenceur. Ensuite, il y a la notion de contexte et de préparation et d'anticipation à l'élément. Quand on devient militaire, dans le contexte militaire, on sait déjà qu'on va devoir faire face à des événements, à des situations qui seront hors normes par rapport à une personne lambda. Donc, c'est dans l'apprentissage de cette anticipation-là et de ces situations, même si on ne les a pas encore vécues, qui va nous donner des informations d'adaptabilité et d'adaptation à la situation. Pour donner un exemple qui est un peu plus parlant, parlons sadomasochisme. Tiens, ça ne vous fait même pas sourire. Si je prends quelqu'un qui aime, par exemple, être soumis et se faire fouetter par sa domina ou son domina, il prend du plaisir à se faire fouetter. C'est top pour lui. Prenez la personne maintenant et vous le fouettez pour le punir. Est-ce qu'il va apprécier? Est-ce qu'il va kiffer? Il est censé être puni. Est-ce qu'il va kiffer? Elle a dit une bêtise, elle va la redire. Oui, j'ai dit une bêtise, bien sûr. J'ai dit que si ça se trouve, il va se découvrir une nouvelle passion. La punition, ouais, au pilori, pas mal. Effectivement, il ne kiffera pas, parce que la notion de contexte va être un influenceur. Le contexte de punition est différent du contexte de récompense recherché dans l'intimité d'un rapport sexuel spécifique et répondant à un domaine spécifique, alors que dans le contexte d'une punition et d'une condamnation, le même geste pourra avoir un effet qui soit délétère. Au même titre, et quelque chose qu'on a peut-être déjà tous vécu, ça vous est jamais arrivé de, par exemple, vous percer un bouton vous-même ou de vous faire percer un bouton par votre compagnon, un point noir par exemple, ou, je sais pas moi, d'aller chez le dentiste et de ne pas supporter le bruit de la roulette et d'avoir super mal dès que ça va vous toucher la gencive, alors que vous êtes le premier à vous gratter les dents et à vous arracher des morceaux de gencive de temps en temps. Le rapport physiologique du traumatisme porté à votre gencive est le même. La stimulation au niveau cellulaire est la même. Vous allez avoir les mêmes relâchements de peptides, les mêmes relâchements de bradykinin, les mêmes relâchements d'éléments qui vont venir stimuler de la même manière. Pour autant, votre rapport à la douleur sera différent, parce que le contexte sera différent, parce que l'élément déclencheur sera différent, parce que votre anticipation sur l'événement sera différente. Et c'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas parce que mon empathie est spécifique à me laisser stoïque et à garder mon sang-froid d'un point de vue militaire, que quand je vais voir le cadavre d'un renard sur le bord de la route, je vais avoir la même empathie. Moi, ça me fait chialer à chaque fois que je vois un renard en bord de route. Ça me fait souffrir à chaque fois que je vois une fracture ouverte dans un film, où j'ai l'impression de souffrir à la place du type
ça me fait bondir de voir quelqu'un pleurer dans la rue parce que je ne sais pas, moi, peut-être qu'il s'est fait larguer par son copain ou par sa copine et tu la vois pleurer dans la rue, peu cher. Ben, moi, ça me donne envie de chialer. Pour autant, quand je suis au combat, ben, je suis au combat parce que le contexte est différent. Et du coup, ça met en place la totalité des interplays, c'est-à-dire des interconnexions et des activations des connaissances, des croyances et des éléments qui me permettent de m'adapter à ce milieu. C'est juste de l'entraînement alors. Exactement, ce qu'on appelle le drill à l'armée. Dans quel contexte? Non, dans certains contextes, comment je dois répondre à ce contexte et quels sont les éléments dans mes compétences et dans mon savoir-faire qui me permettent de répondre à ce contexte et de quelle manière je dois les travailler pour les transformer en automatisme. Et du coup, quand je me retrouve dans le contexte, la totalité de mes gestes sont des conditionnements qui vont me permettre de répondre de manière automatique à l'événement. Et du coup, à perdre moins de temps dans mes réponses, par exemple le tir réflexe, et deux, réussir aussi à préserver mon état mental qui ne vient pas toucher à l'être humain que je suis et à l'aliénation que je pourrais avoir des émotions que je pourrais tirer des stimulations de mon environnement, mais qui, dans cet état-là de conditionnement pour répondre à ce vecteur-là, me protège de ce que je pourrais vivre ailleurs. Donc, le déclenchement du drill, est-ce que tu peux te le déclencher en dehors du contexte de combat? Alors, il y a des facteurs qui te permettent de le faire, effectivement. Moi, par exemple, il m'est arrivé de me retrouver dans des situations d'accident de la voie publique importants, en étant témoin, et où j'ai retrouvé immédiatement, alors que ça aurait pu être une situation qui pourrait être stressante pour moi, des réflexes de combat qui se sont mis en place et qui m'ont permis de garder le sang-froid dans cette situation et de pouvoir l'idée en état de crise des témoins pour pouvoir assurer justement, sans que je m'occupe, parce que je n'avais pas le matériel nécessaire, sans que je m'occupe des victimes, mais que je puisse déjà mettre en place les premières étapes, c'est-à-dire l'alerte et la sécurisation des lieux, pour pouvoir permettre au secours qui allait arriver de prendre en charge correctement les victimes. Et c'est ce sang-froid-là, dérivé directement des directives que j'avais au combat, qui me permettent de pouvoir le faire correctement. A contrario, j'ai acquis aussi des compétences spécifiques en tant que secouriste au combat, qui vont très loin dans la démarche médicale avec des gestes qui peuvent être invasifs, comme effectuer une coniotomie, c'est un trou dans la gorge, comme effectuer une thoracotomie au doigt, ou des choses comme ça, des gestes que j'ai pu effectuer dans mon métier, des fois même en dépassement de compétences, parce que ce n'est pas directement lié à mes compétences de faire un coup dans la poitrine pour libérer le poumon, mais qui font aujourd'hui que j'ai gagné des automatismes en termes de secourisme qui ne correspondent pas au Canva, au référentiel du secourisme civil. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, pour l'instant, je me refuse à passer en reconversion dans le milieu des sapeurs-pompiers volontaires parce que le référentiel que j'aurai en tant que secouriste, en tant que pompier, ne correspond pas au drill et donc aux automatismes que j'ai acquis au combat en tant que militaire et où j'avais des compétences qui étaient bien supérieures. Le simple fait de poser une perfusion, c'était un geste quotidien pour moi que je faisais 10 ou 100 fois par jour, que je me faisais à moi-même. Vous faites ça en tant que secouriste, en tant que pompier, vous faites cranter direct. Ce n'est pas du tout dans vos compétences de pompier, des compétences d'infirmier. Vous comprenez la démarche? Effectivement, Nathalie, c'est ancré. C'est-à-dire que ce sont des automatismes sur lesquels je me suis conditionné et qui répondent de manière automatique à la situation parce que j'ai une évaluation de la situation qui me permet de pouvoir mettre en place mes compétences sans même y penser. C'est le principe de la mémoire procédurale. L'être est adaptable. Ça vous est largement accessible. Je t'invite à te former au secourisme et à t'y intéresser à 100% et tu verras que tu trouveras toi-même à un moment donné la juste utilisation de toutes tes compétences, que ce soit en hypnose, que ce soit tes compétences humaines de savoir-être, d'écoute, d'attention, d'empathie que tu pourras avoir, rattachées à tes compétences aussi de secourisme que tu auras appris et acquis, qui vont te permettre de pouvoir évaluer la situation de manière correcte au moment où elle se passera et à pouvoir te dire, là, dans telle situation, je peux répondre de telle manière et je dois m'interdire de répondre de telle manière. On va laisser la parole à Alexandra. Quand on est actif, quand on sait qu'on peut faire quelque chose, je trouve ça beaucoup moins angoissant que quand on est juste passif en fait et témoin visuel. Et je pense que c'est ça aussi la différence. C'est quand on se sait compétent pour agir, c'est plus facile de surmonter les situations que quand on se dit mais je ne peux rien faire et c'est horrible. Je pense que là, ça peut être très traumatisant. Et je ne sais pas quelles sont les personnes qui participent à la séance, mais moi, je suis aussi sur le terrain parfois face à en protection de l'enfance et je peux être très émue par un enfant si je ne suis pas dans le cadre de mon travail, alors que dans le cadre de mon travail, même si je suis en face d'un enfant qui a subi des choses terribles, je ne suis pas émue de cette manière-là parce que je suis dans le cadre de mon travail et que je dois agir et qu'on attend ça de moi. Donc, ça mobilise autre chose chez moi, en fait.
C'est vraiment une question de contexte, en fait, qui mobilise différemment les choses chez nous. Alors, je ne l'ai pas annoncé encore de manière publique, enfin, du moins pas de manière très claire pour l'instant. Je sors un livre qui va être publié aux éditions Satas, qui va reprendre quasiment tous les points qu'on vient d'énumérer ici de manière pédagogique et mis en lien avec de véritables séances que je vous partage. Ce n'est pas simplement du décortiquage de séances, ce sont vraiment la totalité des applications de la manière que j'ai de construire ma stratégie dans toute sa complexité avant, pendant et après la séance, et où on touche ainsi à tous les savoir-être et à tous les termes éthiques qu'on vient d'aborder. Enfin, ce bouquin-là, il sera dispo chez Satas mi-juin directement sur leur site et mi-juillet en France dans toutes les librairies spécialisées. Voilà, ça va faire un petit peu de nouvelles approches au sein du milieu de l'hypnose aujourd'hui, parce que vous avez compris que je ne l'aborde pas du tout de la même manière et pas du tout avec la même vision plus simple qu'on pourrait retrouver et plus accessible. J'ai une vision qui est quand même très complexe, très spécialisée de l'hypnose. Et je suis désolé si ça paraît un peu compliqué. Ma volonté, c'est vraiment de pouvoir vous le partager parce que dans certains cas, dans certaines situations, en dehors d'un cabinet et de la prise en charge de choses qui sont plus quotidiennes, il y a certaines spécialités qui demandent de véritablement se responsabiliser et aller plus loin dans nos compétences pour être certain de bien faire. C'est ce que disait Alexandra à l'instant. Quand on a les compétences, quand on est vraiment compétent, c'est-à-dire qu'on maîtrise un savoir-être, un savoir-faire et un savoir, on est plus efficace aussi. Et cette efficacité, elle vient de manière automatique, sans nous toucher, parce que ça répond à un contexte et à une activation de stimulation spécifique qui nous mettent dans un état spécifique à répondre à ça, avec ces compétences, de manière automatique. S'il y en a qui font des sports de combat, c'est la même chose. Quand vous travaillez vos Tao, quand vous travaillez vos gestuels dans le vide, et que vous faites toutes vos structures de gestuels, ce n'est pas apprendre une chorégraphie, c'est intégrer au sein de votre esprit des mouvements qui vont s'automatiser et qui sont là pour répondre à certaines stimulations de votre environnement pour pouvoir vous défendre de manière un peu sacralisée. Mais si vous abordez votre Tao juste comme une démonstration, comme une chorégraphie, vous passez à côté de l'apprentissage et vous ne serez pas bon. C'est comprendre justement l'essence même et les fondamentaux même de ce que vous pratiquez qui vous permet de pouvoir être compétent, parce que c'est ce qui vous permet de pouvoir vous adapter à la situation. L'hypnose, ça ne s'arrête pas à juste une manière de faire par rapport à un truc. On ne peut pas dire que tous les deuils, on va les travailler de la même manière, parce que chacun a sa manière de vivre votre deuil. Il n'y en a pas deux d'entre vous qui vont vivre les deuils de la même manière. Pourquoi ce serait le cas pour les patients? On voit sur les groupes Facebook notamment beaucoup de personnes qui sont en demande parce qu'ils ne savent pas quoi en faire de ce savoir, ils ne savent pas comment l'utiliser. Et moi, le sentiment que j'ai en écoutant Jérémy, il me fait penser un petit peu à Rémi Phoenix dans son approche qui est vraiment pratico-pratique, utilisationnelle, et c'est une compétence qui va pas se réfléchir, qui va se… Tu me corriges si je dis une bêtise, c'est une compétence qui va se mettre en œuvre comme ça, voilà. C'est appris, c'est acquis, c'est là, je sais comment faire. J'ai pas besoin de me rappeler que j'ai eu un cours qui m'expliquait qu'il y a eu ça, 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 ça ou ça. Je vais rentrer directement dans le feu de l'action. Et c'est là où Oui, c'est là où c'est intéressant, ce type de formation que tu peux être amené à faire. c'est tout à fait ça, Alain. À un détail que je vais y ajouter quand même, c'est que si je me permets de pouvoir réagir de manière si automatique et si naturelle avec une fluidité complète sur ma séance, c'est pas parce que c'est de l'instinct ou parce que j'ai du talent, c'est parce qu'avant ça, je me suis imposé une rigueur de travail, une rigueur d'application, une discipline de recherche et de remise en question qui a duré des années. La plus grande chance, c'est une vraie chance que j'ai eue et qui me permet aujourd'hui de pouvoir avancer mes travaux et de les partager avec vous et de vous les enseigner. C'est l'une des chances que quasiment personne n'a en cabinet, c'est le fait de pouvoir suivre les gens que j'ai pris en charge sur de longues périodes en vivant quotidiennement avec eux. Et pas juste ma famille, des gens que je ne connais pas, des gens qui faisaient partie de mon régiment, qui venaient d'être intégrés, des gens que j'ai dû suivre des fois pendant 5, 6, 7 semaines quotidiennement, en dormant avec eux, en vivant avec eux, en mangeant avec eux. Et le fait de pouvoir vivre avec eux comme ça m'a permis aussi de pouvoir observer en permanence, jour après jour, heure après heure, la manière qu'ils avaient d'évoluer en fonction des suggestions que je leur passais dans le travail des séances qu'on faisait. Et j'ai pu me rendre compte d'une chose, c'est que toute suggestion que vous passez a une conséquence. Toutes, sans exception. Et que c'est en ça qu'il faut savoir, à un moment donné, lesquelles de nos suggestions sont guidées par nos propres projections ou nos propres croyances,
et lesquelles de nos suggestions sont particulièrement clean et neutres pour pouvoir laisser toutes les portes ouvertes à l'interprétation de notre sujet et à sa propre perception. Et ça, c'est essentiel. Parce qu'à partir du moment où vous créez votre propre influence sur votre sujet, ben, tout est dit, vous l'influencez, et du coup, ce n'est plus son choix, c'est le vôtre. Alors oui, il peut se sentir mieux, peut-être même oui, il va se sentir mieux, et ça va avoir un impact dans sa vie, peut-être même définitif, sauf que ce ne sera pas son choix, ce sera le vôtre. C'est vous qui avez une influence dessus. Donc vous avez touché à son libre arbitre. En relations humaines, pour moi, dans mon éthique, dans ma façon de voir la thérapie, ben, ça ne m'est pas acceptable. Je comprends que ça le soit pour d'autres thérapeutes, c'est une manière de se positionner et je ne juge absolument personne là-dedans. Seulement, moi, ce n'est pas ma façon de faire. Moi, mon objectif, c'est de maîtriser assez ce que je fais, de maîtriser les mots que je prononce, de maîtriser la façon que j'ai de les prononcer, de maîtriser la façon que ça aura d'influencer mon sujet pour non pas l'influencer vers une direction, mais le mettre face à toute l'arborescence des directions qu'il pourrait souffrir lui-même et lui laisser libre de choisir la destination qu'il va choisir. Donc, on avait Gilles qui avait une... Si tu as terminé, Oui, Jérémy, comment on vous apprend à gérer l'envahissement émotionnel lors d'une situation? Je veux parler d'un psychothérapeute, par exemple, qui écoute son malade lui raconter son histoire et qui... l'histoire est tellement, je ne vais pas dire sordide, mais tellement douloureuse que le malade, lui, le vit de façon assez calme, comme tu disais tout à l'heure, dans sa souffrance, mais le thérapeute, lui, est envahi de cette souffrance et peut-être sous l'effet d'un contre-transfert, va être complètement dépassé par cette émotion qui l'envahit. Comment l'armée vous entraîne à ça? Parce que tu peux être... je ne sais pas, en situation de soigner quelqu'un qui ressemble à ton père, ton frère ou ta petite sœur et tu es envahi dans cette souffrance. Comment on vous apprend à gérer ça? Officiellement, il n'y a rien qui nous prépare à ça. Hein. Concrètement, je crois que même personne ne se pose vraiment la question parce qu'on est tous tellement tournés vers notre ego en général qu'on en oublie que on peut être touché par les affaires des autres. Donc, en soi, on n'est pas préparé à l'armée pour ça. C'est l'une des batailles que j'ai menées justement à l'armée dans la prévention et dans la préparation mentale au risque post-traumatique, au risque du stress post-traumatique, dans justement l'acquisition des références d'influence. C'est-à-dire comment le discours d'une autre personne peut nous être assez pénible à nous aussi pour pouvoir déclarer un type de stress post-traumatique sans que ce soit notre propre histoire, mais juste parce qu'on a été témoin du récit. Et ça arrive. C'est l'une des particularités du TSPT, c'est que quelquefois on le retrouve aussi juste chez les gens qui ont juste entendu une histoire mais qui ne l'ont pas vécue. Et souvent, c'est un peu raillé par les psychiatres et par les psychothérapeutes. Ils disent, mais non, mais tu n'as pas vécu l'histoire, comment tu peux dire que tu y as été touché? Si, justement, tu peux. Et ça met en place, chez un professionnel comme un thérapeute, les notions de transfert, de contre-transfert, de projection que l'on pourra avoir, qui sont absolument à éviter. Donc, je vais répondre à ta question. Moi, la manière que j'avais de préparer mes hommes à ça, et la manière que j'avais notamment de préparer tous les professionnels que j'ai formés à l'hypnose derrière, parce que dans la gestion des traumas, c'est essentiel de ne pas se laisser passer par ça, c'est d'arrêter d'écouter l'histoire. L'histoire, on s'en tape. Le sujet, il n'a même pas besoin de la raconter. Ce qui nous est important, c'est la manière qu'il a de la raconter. La manière qu'il a de réagir au stimulus qu'il aura, de manière inconsciente, et quels sont les signes physiques, physiologiques, automatiques et inconscients que l'on peut voir s'exprimer sur le corps sans que ce soit de la communication, et la manière qu'il aura de communiquer. Et ce sont ces informations factuelles et objectives que je vais aller rechercher. L'histoire en soi, je m'en fiche. Moi, à partir du moment où j'ai le mot déclencheur qui communique sur le stimulus que j'ai posé, c'est tout ce qui m'importe. Il peut me raconter la pire horreur du monde. Quand je suis basé sur mon sujet, je ne suis pas son psy, je n'en ai rien à faire de ce qui me rapporte cognitivement. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce que ça lui provoque émotionnellement. Le cognitif, c'est le boulot du psy, ce n'est pas le mien. Pour ça, c'est ce que je partage dans la première formation que je donne, c'est l'analyse du comportement. Il y en a qui l'ont suivi aussi et qui comprennent ce positionnement. Jérémy, tu l'as suivi, cette formation. Nadège aussi, tu l'as suivi. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre façon de pratiquer? Surtout toi, Nadège, tu as un cabinet sur Genève. Moi, ça a changé ma pratique pour tous les... Je suis spécialisée dans les troubles anxieux et puis la périnatalité. Et ça m'a apporté une structure
dont je me sers pour la plupart de mes séances, pas toutes mes séances, mais la plupart. Ça a sécurisé ma pratique. Jérém, ça t'a apporté quoi, toi, cette lecture spécifique, cette recherche d'éléments objectifs dans le comportement d'une personne par rapport au fait d'écouter son histoire? Sécurise, ça sécurise, c'est vrai, on prend de la distance, on prend énormément de distance, notamment parce que effectivement on n'écoute plus et on est attentif, on est très attentif à la congruence entre les micro-expressions, les macro-expressions, les mots employés, l'intonation, vraiment le langage non verbal. Et par contre, ça permet de taper juste et d'être beaucoup plus rapide sur tout ce qui est induction. En fait, on n'est plus là en tant que, enfin, on est là en tant qu'accompagnant, mais on est complètement au service de la personne qu'on accompagne. Et on est complètement de côté, un petit peu comme si on était en dehors et qu'on observait la scène, vraiment focalisé sur le patient et plus sur nous ou sur ce qu'on peut ressentir. Le problème d'être focalisé sur ce que l'on peut ressentir, c'est que vous avez encore trop de place au sein de la séance. Son ego, il faut le laisser de côté. On n'existe pas. Moi, je n'existe pas pendant une séance. Je suis un observateur de ce qui est en train de se passer chez mon sujet. Point. C'est une partie d'échec, une séance de thérapie avec moi. Je vais analyser le moindre des comportements et la moindre des paroles qui est posée en fonction du stimulus que j'ai bougé, la pièce que j'ai bougée, et ce qu'elle va provoquer, cette pièce, émotionnellement chez mon sujet. Et savoir provoquer l'émotion nécessaire à pouvoir générer l'état qui sera à travailler. Quelquefois, je n'ai même aucune idée de ce sur quoi on travaille. La seule chose dont je suis absolument certain, c'est qu'il y a une émotion réactionnelle par rapport à un stimulus et que cette émotion réactionnelle est négative pour mon sujet et provoque une communication de quelque chose de négatif qui est directement en cohérence avec ce qu'il ressentait de manière inconsciente. C'est ça qui me permet de savoir qu'on est sur quelque chose de juste. Mais en soi, je suis dans le respect complet de son intimité. Je n'ai absolument pas besoin qu'il me livre son histoire. Ce n'est pas dans mes compétences et je n'ai pas besoin de le savoir. Et derrière, il a ce respect du travail qui sera fait ou pas, parce que je serai aussi capable émotionnellement de voir les résistances qu'il sera capable de mettre en place. Et il n'y a rien de plus juste qu'une résistance inconsciente pour savoir qu'il ne faut pas y aller, plus qu'un simple non qui sera dit si vous lui demandez si c'est OK. Un non cognitif, ce n'est pas un non émotionnel. Et un non émotionnel, il n'y a rien de plus fort. Je préfère aller chercher le non émotionnel ou le oui émotionnel plutôt qu'un oui ou un non cognitif. Ce n'est pas parce qu'on vous dit oui physiquement, communicationnellement, que c'est un oui franc. Et c'est d'ailleurs le combat de beaucoup de femmes aujourd'hui. Combien de femmes se sont obligées à dire oui à un rapport sexuel alors qu'elles n'en avaient pas envie? Combien de femmes se sont obligées à ça communicationnellement? Vous dites des fois des choses sous l'influence d'une autre personne et vous répondez non pas une réponse qui vous appartient, vous la répondez juste parce que vous êtes sous l'influence. Sans parler d'agression sexuelle ou quoi que ce soit, quelle est l'influence que vous représentez en tant que thérapeute sur votre sujet et qu'est-ce qui va faire que cognitivement, il sera plus apte et plus enclin à vous dire oui plutôt que non? Et vous savez très bien que vous pouvez avoir cette influence, puisque c'est le principe même du IS-7. On vous enseigne en école, en général, dans les premiers jours de formation. Alors, on a Nadège qui a levé la main et Gilles qui a fait un petit commentaire. L'observateur agit sur l'expérience en cours, c'est quantique. Pardon, Jérémy, je n'avais pas complètement compris ta question. En fait, quand on utilise ta formation sur l'analyse du comportement, on va écouter la personne, c'est-à-dire qu'on n'est pas non empathique de la séance. Par contre, tout en l'écoutant, on va observer ce qui la fait réagir vraiment à un niveau inconscient, dont elle n'a pas forcément conscience. Et ça va nous permettre de rebondir sur ces micro-expressions et de poser des questions à ce moment très précis et d'arriver très vite sur le cœur de sa problématique, dont elle n'a pas forcément conscience, parce qu'elle se raconte aussi une histoire sur ce qui lui est arrivé. Donc, on gagne en efficacité et en rapidité. Quand on arrive à bien voir les micro-expressions, parce qu'honnêtement, moi, je suis toujours en train de le bosser. Je pense que je vais le bosser encore pendant des années. C'est que ça demande vraiment un exercice et une pratique d'y arriver. C'est ça. C'est pas simplement ne pas écouter, bien sûr que si. En fait, c'est écouter à d'autres étages. On écoute la personne, mais on l'écoute pas simplement en écoutant ses mots et sa sémantique. Une histoire qui est racontée avec des mots, si vous passez à côté de tellement de choses qu'on vous communique en plus, non-verbalement, paraverbalement et inconsciemment, parce que la communication, elle commence déjà par c'est une réaction. Donc, elle commence forcément par une action. C'est ça qu'il faut comprendre. Système 1, système 2 de Damasio commence déjà un peu à expliquer ça. De quelle manière on est touché par une information qui vient de notre environnement et de quelle manière on l'interprète pour y répondre. De manière très basique, alors que lui, il développe de manière beaucoup plus complexe. Mais c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est notre perception des choses et la manière dont l'inconscient, le préconscient, le subconscient, notre
primo-réaction à un événement va venir influencer en fonction de nos apprentissages passés et de nos expériences passées notre réponse communicationnelle consciente et 99% de notre authenticité. La communication, c'est juste 1%. Ce qu'on vous raconte de l'histoire, c'est une perception de l'histoire, ce n'est pas la réalité. Je vais vous raconter une séance qui est importante et qui, pour moi, a changé complètement ma pratique. C'est une fille qui vient me voir pour me dire qu'elle a été violée par son père quand elle était gamine. Et elle m'affirme ça. On part en transe, elle se retrouve en transe régressive. Elle se retrouve à l'âge de 6 ans sur son lit. Et elle me dit, je suis sur mon lit, donc avec sa petite voix d'enfant. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et elle me fait, je suis en train de me faire engueuler par mon père. Et ça te fait quoi? Je ne me sens pas bien. Et pourquoi tu te fais engueuler? Parce qu'il a lu mon journal intime. Et ça te fait quoi? Je suis en colère. Pourquoi tu es en colère? Parce qu'un journal intime, maman, elle m'a dit que c'était que à nous. Et alors? C'est comme si il m'avait volé ma vie. D'accord. OK. Bon. En soi, la réalité, elle est où? Est-ce que la vérité, c'est que son père a lu le journal intime? Ou est-ce que la vérité, c'est que son père l'a violé? Qui pense que c'est le journal intime? Levez la main. Qui pense que c'est le père qui l'a violé? Levez la main. La réponse, c'est qu'on ne sait pas. Et vous n'êtes personne pour savoir. Christelle, tu as levé la main, toi, par contre. Oui, en fait, c'est la perception de ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Après, c'est juste une réponse émotionnelle et on ne sait pas. Et on ne saura pas et ça n'a pas tellement d'importance. Exactement. C'est finalement sur le ressenti de ce qu'elle a vécu. Exactement. Et tu ne pourras jamais savoir en tant que thérapeute si elle a été violée ou si c'est qu'on a violé son intimité à travers le journal intime. Tu ne pourras pas savoir parce que le journal intime peut être la symbolique plus sécuritaire pour pouvoir exprimer ce qu'elle a vécu dans un vrai viol ou le viol en soi qu'elle a ressenti et qu'elle perçoit maintenant à l'âge adulte n'était en fait le fait que son père ait lu son journal intime. Et ça, les deux réalités peuvent se tenir statistiquement. Et toi, tu n'as aucune idée objective de savoir laquelle est la vraie. Et donc, ce n'est pas ton boulot de le savoir. Par contre, la seule chose dont tu es sûr, c'est l'impact et l'influence émotionnelle de la situation, quelle qu'elle soit. Et de travailler sur cette symbolique, parce que tu peux la considérer que comme une symbolique régressive, de manière à pouvoir accepter les émotions pour ton sujet et de pouvoir retravailler sur un nouveau positionnement, une nouvelle perception de ces émotions qui lui appartient, qui n'appartient pas à toi, c'est ce qui va lui permettre de pouvoir choisir un nouveau chemin et donc de pouvoir sortir une nouvelle type de résilience plutôt que le blocage émotionnel qu'elle avait jusque-là. Mais la seule chose sur laquelle on peut se baser, ce n'est pas l'histoire, c'est la charge émotionnelle rattachée à l'histoire. Donc il faut que je trouve le moyen d'évaluer cette charge émotionnelle de manière objective, selon des termes de probabilité et de statistiques, pour pouvoir m'assurer que, 1, je suis sur la bonne charge émotionnelle et qu'elle est viable à être travaillée, et 2, que je puisse évaluer un résultat, c'est-à-dire que je puisse voir une évolution dans cette charge émotionnelle. Et sans valider l'une ou l'autre possibilité. Exactement, parce que si tu en valides une, tu influences ton sujet, sauf que ce n'est pas une influence qui vient d'elle, c'est une influence qui vient de toi. Et tu risques d'intégrer ce qu'on appelle un faux souvenir. Alors, je propose, s'il n'y a pas d'autres questions spécifiques, de faire un petit tour de table des personnes présentes. Oui, je pense que c'est fondamental de bien avoir à cœur de ne pas induire des choses et de rester suffisamment vague dans la précision pour laisser la personne trouver ses propres réponses. Voilà. Ouais, plus que vague, je dirais même neutre. Et pour être neutre, c'est réussir. Pas induire de choses. Enfin, voilà, c'est ça que je dis vague. Il y a un exercice que je donnais à mes élèves pour ça, justement, pour éviter éviter au mieux de même inconsciemment poser des influences sans s'en rendre compte, c'est pas plus de 3 mots par question, pas plus de 3 mots par relance. Quand vous travaillez en dialogal avec un patient souffrance, pas plus de 3 mots par relance. Le moins vous en dites, le plus vous évitez les conneries. C'est dur à faire, parce qu'on a envie de parler, on a envie d'être utile. Non, pas plus de 3 mots par relance. Même des fois, un seul mot, ça suffit. Et vous verrez que vous aurez des fois des impacts beaucoup plus forts en utilisant des phrases de 30 mots qui ne servent à rien. Alexandra. Je voulais juste demander, en fait, clairement, moi, j'espère jamais avoir à gérer des urgences type où il y a du sang partout et des grosses problématiques, donc ça m'arrange bien de ne pas savoir et de surtout rien avoir à faire, donc ça m'arrange. J'ai bien compris le message et je prends.
En revanche, je me posais la question justement sur les impliqués dont tu parlais tout à l'heure. Physiquement, je ne me sens pas du tout dans la compétence d'intervenir. Effectivement, j'aurais bien trop peur de faire plus de bêtises qu'autre chose. Mais quand on est au contact de gens qui sont traumatisés, mais plus psychiquement, c'est-à-dire qui voient des choses terribles et qui sont dans une forme de sidération ou de panique, est-ce que là, on peut intervenir? En fait, je fais cette référence-là parce que j'ai suivi la formation psychotrauma et il disait qu'il y avait une fenêtre de 6 heures où il fallait intervenir pendant ces 6 heures-là pour éviter que ça s'engramme dans la mémoire à long terme. Et du coup, est-ce que c'est un autre discours que tu tiens toi aussi sur le fait que si les gens sont traumatisés psychiquement, est-ce qu'on peut intervenir rapidement pour éviter que ça s'aggrave pour eux? Alors, on n'a aucune certitude sur le fait qu'on puisse éviter que ça s'aggrave. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a des capacités, enfin, il y a des compétences que l'on peut mettre en place pour pouvoir faciliter l'expression et la communication des sentiments et des émotions ressenties dans une situation avant qu'une certaine partie de ces émotions et de ces facteurs stimulants soient refoulés par la conscience et donc créent les éléments d'affection traumatique qu'on pourrait retrouver plus tard. C'est ça qu'on parle. Le gap de 6 heures, c'est cette notion-là, plus que de passer de la conscience, de la mémoire à long terme, enfin de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Ça, c'est un petit peu biaiser et populariser la complexité de la systémie mémorielle. Parce qu'en fait, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme interagissent en permanence ensemble et en interplay, c'est-à-dire qu'elles s'inter-influencent en permanence. Donc, je ne peux pas dire que c'est du passage de l'un à l'autre. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est avant que certaines informations soient traitées par les deux éléments en interplay, qu'il y ait certaines informations qui soient refoulées et d'autres qui soient excitées et mises en valeur. C'est là où on va pouvoir commencer à travailler. Il y a des techniques qui sont très intéressantes là-dedans. Ce sont des techniques de diffusing, c'est-à-dire de tenir un espèce de débriefing avec ces personnes-là, non pas comme un débriefing cognitif, mais dans un diffusing, c'est-à-dire qu'on va inciter les personnes à exprimer sans jugement les émotions qu'elles ont pu ressentir par rapport à la situation. L'objectif de ces séances de diffusing, c'est de pouvoir permettre à la conscience l'intégration cognitive de toutes les informations émotionnelles qui ont été vécues pendant l'événement, et de pouvoir les contextualiser à l'événement, c'est-à-dire de pouvoir les dater, les passer et terminer. Ça fait partie du passé dans un contexte spécifique. Ce ne sont pas des éléments qui vont s'intégrer dans le temps. Ça va? Oui. Et ça ne guérira pas du trauma. C'est juste qu'on permet en fait une acquisition cognitive, c'est-à-dire un apprentissage complet de tous les facteurs stimulants qu'on a connus dans l'environnement traumatique qu'on vient de vivre. Et du coup, comme on les rend disponibles à l'apprentissage, on permet une meilleure adaptation cognitive et donc une meilleure réponse cognitive à ces stimulations-là. En fait, on accélère la résilience. On permet la résilience. C'est ce qui se passe quand tu rentres en résilience face à un événement. Tu intègres toutes les informations traumatiques et tu en tires un apprentissage pour pouvoir t'adapter à cet apprentissage-là. Voilà, Ok. c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire. Les techniques de diffusing, vous avez des protocoles de diffusing qui sont donnés sur le net, qui sont accessibles. J'en partage aussi, moi, régulièrement sur le Point des praticiens, la plateforme que j'ai ouverte, qui est ouverte à tous les praticiens, sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Vous aurez le lien sur mon profil Facebook, normalement, pour ceux qui n'y sont pas encore. C'est l'un des sujets qu'on pourra aborder sur un live un mois, si vous voulez. Je les partage aussi dans le bouquin que vous allez pouvoir retrouver chez Satas donc, d'ici juin ou juillet, où je parle de ce cycle-là et de cette importance du diffusing, même en post-séance. C'est-à-dire que moi, chacune des fins de séance que je mène, il y a forcément un diffusing qui est donné, parce que on vient modifier les perceptions, donc on a des informations qui viennent modifier l'état de conscience de la personne, qu'elle se propose à elle-même, qu'on ne propose pas nous-mêmes. Mais du coup, elle est dans un état où elle a besoin justement de tirer un apprentissage cognitif de la séance qu'elle a vécue, pour moi. Et la meilleure façon de pouvoir s'assurer des impacts et des conséquences de ce qu'elle vient de produire comme changement au niveau de son esprit, c'est de pouvoir s'en assurer sur un diffusing. Donc, je le mène à chaque fois pour chacune de mes séances. C'est super important cette notion en cas d'urgence parce que c'est vraiment ce qui permet de rendre à la conscience, à la cognition, la totalité des éléments qui ont été vécus. Est-ce que tu peux me rappeler le nom du site sur lequel on peut te trouver? Mon site, c'est www.jeremynouan.fr. Ça, c'est mon site à moi. Vous avez le site de l'association aussi, parce que je prends en charge gratuitement les militaires atteints de troubles de stress post-traumatique, militaires, soignants et gendarmes. Le site, c'est www.lesfilsdapollon.com. C'est un moment que j'ai pas remis le site à jour, mais il est toujours actif. Il y a toujours des membres bénévoles qui interagissent dessus. D'ailleurs, si vous avez envie d'être bénévole, vous pouvez postuler, il n'y a aucun problème. Et pour toutes les autres informations, donc j'ai créé une plateforme, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, une plateforme qui est gratuite, une plateforme de
copartage, de coworking en ligne, digital, sur lequel on se rassemble une fois par mois sur un live et sur lequel je vous partage de la documentation, des informations, des exercices qui se rattachent au live qu'on a vécu. Le live se construit sur 2 heures. Il y a 45 minutes réservées à une analyse professionnelle de la pratique en bonne et due forme, vrai APP, que l'on mène tous ensemble par rapport à une séance qui est proposée par l'un d'entre vous. Une seconde partie de 45 minutes où on répond à une thématique mensuelle. Il y a une question sur le mois qui est posée et sur laquelle on va s'interroger, se poser des questions et aller creuser. Et 30 minutes en toute fin, en questions-réponses libres qui me sont adressées à moi, que vous pouvez vous adresser entre praticiens, de façon que même je peux vous poser moi-même à vous, de façon à pouvoir enrichir nos connaissances et nos développements. Sur le site, donc, vous avez plusieurs modules, thérapeutes particuliers et entreprises. Ça vous donnera une idée de tout ce que je peux proposer. Aujourd'hui, j'ai décidé de limiter les formations publiques organisées par moi, parce que je ne suis pas organisme de formation et que je n'ai pas envie de me lancer dans cette aventure maintenant. Je propose par contre des mentorings, c'est-à-dire des formations, des suivis en fait en tête-à-tête. C'est des cours particuliers en fait qui sont organisés autour d'un plan pédagogique, d'une conception pédagogique faite sur mesure. En gros, je crée une formation sur mesure pour vous, selon vos critères et les objectifs que vous voulez acquérir. J'aime bien avoir ce défi et ce challenge de créer une conception pédagogique, une ingénierie pédagogique pour chacun de mes élèves et pour cibler exactement l'objectif qu'ils veulent atteindre. Je trouve que c'est un rapport qui est particulier, qui est intime et sur lequel on peut s'adapter en permanence à la pédagogie et aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage que sur un cours collectif. Voilà, ça ne m'empêche pas de donner des cours collectifs quand même, des formations collectives, mais je les donne pour des organismes de formation. C'est-à-dire que je vais intervenir par exemple pour l'association Je peux pas, j'ai hypnose en novembre, sur laquelle je donnerai une formation analyse du comportement. J'interviens aussi sur une formation privée en octobre au profit de certains hypnothérapeutes qui font partie aussi du groupe et de l'entourage d'Alain, qui pourront vous donner les informations si nécessaire. En septembre, j'interviens pour une autre association sur Lyon. En décembre, j'interviens sur Grenoble pour le CAB, le Centre alpin du bien-être, qui est dirigé par Nicolas Delage. C'est ma façon de fonctionner aujourd'hui. C'est ma façon de partager aussi les connaissances que je peux avoir. Et voilà. Alors, Miguel. Oui. Miguel. Ah ben si, il y a Miguel. Oui, coucou Jérémy. Je t'avais pas vu sur le truc. Moi, ce que je peux dire, c'est sur les formations de Jérémy. Bon, j'ai fait dernièrement sur les PTSD. Ce que je voudrais souligner, c'est que j'ai constaté, on était 2 à ne pas avoir fait au préalable la formation sur l'analyse comportementale. Et on a mesuré à quel point, bien que cette formation sur les PTSD, c'était génial et qu'on a eu vraiment des outils supplémentaires, mais ce petit truc de l'analyse comportementale, ça montre à quel point tu vas rechercher loin dans la pratique. Et bon, je t'ai déjà parlé de microchirurgie quand je dis que sur ta façon de travailler. Et voilà, c'est en quoi aussi tu te distingues, toi, dans ta pratique. Et j'ajouterai bravo pour ton livre. Merci Miguel. Ça a été un grand soutien là-dedans. J'avais préannoncé lors du stage PTSD que c'était en cours. Bon, ça a été validé par la classe entre-temps. Mais voilà, enfin, tu connais ma passion, tu connais ma façon de me positionner humainement. Et pour moi, ça compte beaucoup parce qu'on ne joue pas avec ces métiers-là. On prend en charge des humains, des gens qui ont une vie, qui ont une façon de se positionner dans cette vie. Et moi, je n'aimerais pas qu'on vienne modifier ma façon de voir ma vie et m'y positionner, même si ça me fait du bien. Ma liberté et mon libre arbitre, c'est ce que j'ai de plus précieux. Et c'est ce que j'estime aussi devoir préserver chez les patients qui viennent chez moi, au maximum. En tous les cas, merci et merci pour tout ce que tu impulses. Avec grand plaisir, Miguel. Ouais. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous, tu le sais. Merci. Alors, ensuite, Marie-Agnès. D'abord, je remercie, je trouve cette approche très, très intéressante. Moi, j'ai juste envie de donner un petit complément. Avant d'être formée à l'hypnose, j'étais formée à l'ambulance, que j'ai pratiquée pendant 2 ans à Paris, en travaillant essentiellement dans les sociétés d'ambulance qui travaillaient avec le SAMU.
Mais quand même, bon, on voit un certain nombre de choses. Alors, je voulais juste préciser que pour la formation au premier secours, moi, je recommande fortement de la faire, mais tous les 2 mois, quoi. Parce que moi, j'ai oublié tout en 2 ans d'arrêt. Après l'arrêt, j'ai complètement, mais tout oublié, les réflexes basiques de chez basique. Maintenant, quand je me retrouve dans des situations comme ça sur la route, par exemple, je me garde bien de faire appel à mes anciens réflexes oubliés d'ambulancière, mais je suis d'abord citoyenne. Voilà, donc moi, c'est à l'envers, c'est protéger. Protéger l'ambulancier, parce qu'une fois que vous êtes écrabouillé, vous ne servez plus à personne. Si déjà on protège, on alerte et on maintient l'état d'éveil de la personne, c'est juste énorme. Voilà. Et en fait, on évite les bêtises. Si la personne ne veut pas nous répondre, elle ne nous répond pas, mais en tout cas, ça fait une présence, ça rassure. Merci Marie-Agnès. Voilà. Merci On beaucoup, Marie. va demander à Nadège. Juste pour, donc j'ai fait à peu près toutes les formations de Jérémy. Et ce que la formation sur la prise en charge des traumas m'a apporté, donc je ne parle pas du tout de l'urgence, mais plutôt des troubles traumatiques, c'est j'ai des résultats plus rapides et j'ai des résultats durables. Et je pense que c'est dû aussi au fait d'essayer de ne rien influencer. Je ne suis pas sûre qu'on puisse ne pas influencer du tout parce que le temps de réponse, nos intonations ne sont pas 100% neutres, mais en tout cas d'essayer de le faire. Avant, il m'arrivait de faire des prises en charge et puis que ça lâche après. C'est-à-dire que ça fonctionnait, la personne allait mieux pendant quelques temps. Et il arrivait que, par exemple, je travaillais beaucoup sur les problèmes alimentaires dans un centre médical à Genève, que la personne n'ait plus de compulsion et qu'elle parte en vacances chez ses parents pour Noël et que tout lâche à son retour. Je pense que sans doute c'est parce que par envie de bien faire, j'influençais. Le fait de ne plus le faire, 100% des décisions sont les siennes maintenant, y compris celle de garder sa problématique dans certains cas. Donc, quand ça change, ce que je constate, c'est que ça change durablement, ce qui n'était pas forcément le cas avant, et c'était mon erreur de prise en charge, je pense. Donc ça a été un changement important pour moi depuis que j'ai suivi ces formations. Merci Nadège. Christelle, maintenant. Oui, non, moi je suis Jérémy depuis un moment, les fils d'Apollon, de loin. Je me suis jamais formée encore, mais le besoin et l'envie sont là en tout cas. Voilà, donc moi je me demandais du coup, je me posais la question sur l'urgence, l'hypnose en situation d'urgence. J'ai bien entendu qu'on faisait pas grand-chose, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait en hypnose et dans quelles circonstances? Et du coup, oui, voilà, je suis interpellée par ta manière de fonctionner sur le stress post-traumatique, sur certaines vidéos ou quoi. J'aime bien cette manière de faire que je trouve, je sais pas, chirurgicale, c'est ce que j'entends en tout cas, ou déjà lu ou entendu, mais effectivement qui est succincte, efficace, ce qui n'est pas forcément ce que je pratique, mais oui, merci pour ce livre qui va sortir. Je pense que ça apportera certainement des réponses sur l'hypnose en situation d'urgence, et puis à voir pour des formations. Il y a des choses à faire en hypnose en situation d'urgence. C'est juste que je ne peux pas communiquer publiquement des façons de faire qui ne correspondraient pas aux compétences de quelqu'un qui travaille en cabinet. Je pourrais vous montrer des exemples en vidéo, des choses que j'ai mis en place justement dans la prévention des systèmes d'urgence, que j'ai montré en congrès médecine. Je pourrais vous montrer des choses et vous apprendre des compétences spécifiques. Et j'ai créé des formations qui sont spécifiques aux infirmiers libéraux et derrière une autre formation spécifique aux pompiers et aux éléments de secours, et derrière une autre formation spécifique aux médecins d'urgence. C'est-à-dire que j'ai dû séparer dans la formation hypnonalgésie le tronc commun et derrière les spécialisations en fonction des métiers, parce que la manière d'intervenir en fonction du contexte et des compétences n'est pas la même. Et du coup, je ne peux pas enseigner les mêmes choses. Parce qu'enseigner ce que j'enseigne à un médecin anesthésiste réanimateur par rapport à ce que je vais enseigner à un secouriste pompier ou un secouriste militaire, ce qui pourrait être bénéfique aux médecins pourrait être délétère aux secouristes, parce que dans les actions et dans les compétences qu'il a d'évaluation de son blessé, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est surtout cet accent-là que je veux mettre. Si publiquement, je commence à dire vous pouvez faire ça, ça et ça, je donne des pseudo-directives de compétences qui ne seraient pas des compétences. Et je donne la possibilité à des gens d'intervenir sur des situations
où ils penseront bien faire de bon cœur, alors qu'en fait, ils ne feront pas bien. C'est toute ma façon de travailler. Je préfère quelque part dire aux gens, ne faites pas, commencez dans l'ordre à vous former au métier de secouriste. Et ensuite, vous comprendrez comment vous pouvez mettre à disposition vos compétences en hypnose. Et si vous ne comprenez pas, venez me voir et je vous forme, plutôt que de mettre à disposition au grand public, même si ça marcherait super, parce qu'il y a plein de gens qui auront envie de venir se former à ça, ne serait-ce que pour le fantasme de pouvoir intervenir sur des actions comme ça. Mais au bout du compte, je serais plus délétère qu'autre chose dans le milieu de l'hypnose parce que je créerais des gens qui pourraient être ultra dangereux. C'est pas mon objectif, c'est pas mon éthique. Quand je forme des gens, et il y a des grandes écoles qui m'ont demandé cette formation, de la créer pour eux. J'ai dit non, parce que ce n'est pas des formations de grand public. Ce sont des formations de niche qui doivent être réservées à des professionnels. Bon, je me suis mis mal avec ces écoles, du coup, hein, forcément, quand vous dites non à des géants, ça fait mal. Mais je m'en fiche, parce que c'est trop important. On prend en charge de l'humain. On ne peut pas faire n'importe quoi juste pour notre propre profil d'être humain et parce qu'on a envie d'être plus grand, plus fort, plus efficace. Quel intérêt? Ou si on veut l'être, commencer dans l'ordre. Dans un apprentissage, on commence toujours par en bas, avant d'être en haut de l'échelle. Et encore, est-ce qu'il y a vraiment un haut à l'échelle? Si je puis me permettre une métaphore, on ne laisse pas un enfant de 4 ans jouer avec une Kalachnikov. Ouais, c'est ça. Sauf s'il est formé. Parce que j'en ai vu des enfants de 4 ans avec des Kalachnikov. Mais voilà. Merci Christelle. On arrive à Serge. Ben, pas grand-chose. Merci pour tout. Avec plaisir. J'aime le côté très pro et très carré. Ayant fait Formation professionnelle. Non, mais ayant fait de l'ambulance, il y a plein étant ambulancier dans une autre vie, j'ai beaucoup apprécié. Toute la partie recadrage et puis après tout ce que tu as dit, non, mais vraiment bien. Avec plaisir. Vraiment. Merci Serge. Alors, on va demander à Marshall. Bonjour, merci beaucoup pour cette soirée de formation. Je suis personnellement infirmière militaire et c'est un complément d'information qui m'intéresse vivement et j'espère pouvoir un jour participer à ce type de formation pour aider les traumatisés psychiques, justement liés au conflit et tout ça. Tu travailles dans quel régiment, Marshall? Pour l'instant, je suis au CEFIM à Dieuze. Tu es au CEFIM à Dieuze? Oui, c'est la formation des jeunes, ils ne sont pas encore traumatisés, mais je peux être amenée à être en mission forcément. Donc ça peut être à tout moment l'occasion. Tu es en formation au CEFIM actuellement ou tu travailles au CEFIM à Dieuze sur l'antenne médicale? Je travaille sur l'antenne médicale du CEFIM de Dieuze. D'accord, ok, ça marche. Ok. Bah écoute, n'hésite pas à prendre contact avec moi via soit mon site, soit l'association, et puis on pourra discuter de mon expérience un peu plus militaire, un peu plus ciblée, correspondra plus à ton poste actuel. Super. Non, mais c'était vraiment ce que je voulais voir. Merci beaucoup pour cette soirée et cette découverte. C'est très Avec bon. grand plaisir. Merci Marshall. Je pense qu'il y a de belles choses à découvrir et à faire avec Jérémy. Alors, notre autre Jérémy qui meurt d'envie de nous dire plein de choses. Bon, c'est toujours un plaisir de participer à des lives avec Jérémy, parce que c'est vrai que on a beau se connaître depuis 2 ans maintenant, d'avoir passé de longues semaines, voire de longs mois en formation ensemble, on apprend toujours autant. Ah bah c'est cool. Et alors, s'il y avait quelque chose de plus, s'il manquait quelque chose, ça serait quoi? À part qu'il ne paye pas souvent l'apéro. Il préfère les M&M's. Elle est pas facile cette question. C'est pour ça que je la pose. Non, du fun, on rigole bien. On part sur les rotules, on pleure beaucoup. On se sent petit et humble de voir à quel point l'esprit humain peut être complexe et magnifique en même temps. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Il y a les niveaux de formation. Tu as plein de recherches derrière que tu as fait au niveau militaire et ça que tu fais, c'est top. Merci, Jérémy. Alors moi, j'aurais une petite question aussi. On revient aux situations d'urgence. Est-ce que, moi j'ai une réponse, je ne sais pas si elle est correcte. Est-ce que face à une personne qui a suivi un traumatisme sévère avec admettons, une fracture importante qui saigne, est-ce qu'il y a possibilité de demander à la personne en état d'hypnose de maintenir toutes ses réactions physiologiques liées à l'accident et en même temps
de l'emmener dans un endroit où elle peut réduire ses douleurs, tout en lui permettant, en cas d'augmentation des douleurs et de réactivation dans certaines zones ou d'activation dans certaines zones, de le manifester. Théoriquement, oui, tout à fait. C'est Très largement possible. Dans l'application pratique, oui, c'est possible aussi, largement. Et je l'ai déjà fait. Seulement, quel est le bénéfice-risque par rapport à la complexité de la suggestion passée dans la gestion de la victime par rapport à d'autres compétences que je pourrais mettre en place qui m'apporteraient le même résultat avec moins d'énergie dépensée et moins de zones d'ombre. Par exemple, dans le cas d'une situation où tu as plusieurs personnes à gérer et où tu vois que la personne, elle peut rester stabilisée, lui apporter un petit peu de soulagement, tout en lui laissant l'opportunité de manifester un désagrément qui te permettra de revenir vers elle pendant que tu t'occupes de quelqu'un d'autre. C'est les principes d'autonomisation sur la gestion de la douleur, par exemple, comment on va pouvoir modifier les éléments perceptifs de la douleur d'une personne pour qu'elle puisse mieux l'appréhender, mieux la gérer d'elle-même. C'est le but d'une réification, par exemple. C'est le but de poser un ROCI sur la gestion de la douleur en visualisation de l'échelle et en autonomisant les mains sur cette gestion de l'échelle de la douleur. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir gérer en autonomie, enfin de pouvoir permettre à une victime de gérer en autonomie sa douleur. Ça peut être super intéressant, à condition, encore une fois, de devoir bien évaluer le contexte et le bénéfice-risque de mettre en place ce type de technique et ce type de stratégie dans un contexte spécifique. Par exemple, je dois prendre en charge plusieurs patients en même temps au combat. Je ne pourrais pas gérer tout le monde. Pour moi, à ce moment précis, en tant que secouriste, la douleur et la communication de la douleur donnée par mes victimes, elle est primordiale pour moi. C'est primordial de pouvoir les entendre crier, c'est primordial de les entendre s'exprimer, parce que c'est un élément qui me permet d'évaluer leur taux de conscience et d'évaluer leur urgence et de pouvoir les trier correctement, en plus des éléments de tri qui appartiennent à mes procédures. Donc, c'est super important de les laisser crier, en fait. Si je les autonomise sur leur douleur à ce moment-là, parce qu'ils vont pouvoir être plus calmes, je me prive de données qui vont me permettre de pouvoir analyser la situation en permanence et de voir comment elle évolue. Donc, il vaut mieux que je les laisse crier. Si, par contre, je suis en équipe, que j'ai d'autres personnes qui peuvent prendre en charge ces victimes-là, quel va être l'intérêt pour moi de m'en occuper à ce moment-là, alors que je pourrais travailler simplement sur la victime qui m'est accordée, sans m'occuper du reste. Là où ça pourrait être utile, par contre, c'est que s'il n'y a aucun risque d'aggravation du patient, je prends par exemple un impliqué, quelqu'un qui a été touché psychiquement par la situation et qui s'est peut-être foulé une cheville en essayant de fuir la situation, qui va rester immobile au sol et où je sais qu'il n'y a pas d'aggravation possible au niveau physiologique, et où là, je vais pouvoir lui donner une autonomisation avec des outils comme une réification sur son état psychique, son état mental, son état de dépassement émotionnel, qui puisse le gérer dans l'attente ponctuelle, que je puisse m'occuper de lui, parce que j'ai d'autres priorités à gérer avant. Toutes les urgences vitales immédiates et les urgences immédiates retardées, qu'il faudra d'abord que je traite avant de m'occuper de lui. Lui, ce sera ma dernière priorité. Parce qu'en gros, sa vie n'est pas spécialement en danger à ce moment-là. Il est juste dans une immobilité physique. Voilà. Tu vois la logique? C'est-à-dire que c'est l'analyse de la situation qui va me permettre de savoir ce que je vais pouvoir mettre en place d'un point de vue pratique. Bien que la théorie ou que les expérimentations pratiques en simulation m'aient permis de pouvoir avoir des données suffisantes pour me dire ça peut être utile. Par contre, dans quel contexte? Et est-ce que le contexte va plutôt tirer vers le bénéfice de l'utilisation de cet outil ou vers le risque? Et ça, autant c'est vraiment propre et essentiel à la situation d'urgence, autant en cabinet, c'est la même chose. Quel va être le bénéfice ou le risque d'utiliser telle ou telle technique avec la relation que j'ai créée avec mon sujet et dans la préservation de cette relation et dans le passage de certains obstacles mentaux qui peuvent être mis en place, qu'il faut ou non relever, parce que quelquefois, il vaut mieux les laisser en place. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Dans tous les cas, c'est du cas particulier et c'est de… Voilà. Exactement. Et il ne faut pas se laisser dépasser par la volonté d'expérience, par la volonté de se dire ça peut être utile. Oui, ça peut l'être. Et si je peux l'évaluer dans un environnement expérimental qui ne met pas en danger mon patient, je peux l'évaluer et me dire ok, ça fonctionne. Je sais que je l'ai dans un coin et que en fonction des circonstances, si j'évalue le bénéfice plus haut que le risque, je pourrais l'utiliser. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas plus simple, plus efficace, plus rapide et plus court, en ayant moins de zones d'ombre, qui puisse me permettre d'arriver au même résultat? Moi, c'est la question que je me poserai.
C'est top la réflexion que tu as, c'est top cette notion de construction et d'empilement des suggestions qui peuvent apporter quelque chose, et notamment une autopréservation de l'état du corps. Sauf qu'en fait, si on réfléchit 2 secondes, le corps en soi est déjà fait pour répondre à ça. Et que la seule chose qui va stimuler ça, c'est l'état de stress. Donc en fait, si je réponds à l'échelle de Yerkes et d'Hudson, qui permet d'évaluer la charge de stress nécessaire à la mise en place de performance, eh ben, il suffit que je stimule le stress assez haut pour pouvoir gérer les performances du corps et la réaction physiologique du corps par rapport à ce stress, en libérant de l'adrénaline notamment, la sérotonine, la dopamine, etc., qui va permettre de gérer les fonctions vitales du corps en les réacheminant en osmose, en osmolarité avec ce qui reste, plutôt que de me dire je vais empiler plein de suggestions cognitives qui vont avoir un impact émotionnel, qui ensuite vont avoir un impact physiologique. Je travaille sur trop d'étages. Si je vais droit, il suffit que je génère un stress et j'aurai le même résultat. Voilà. Là, on est dans de la théorie, mais ce qu'il faut voir, c'est la réalité du terrain qui doit se régir en quelques instants, en un coup d'œil, en 2-3 réflexions, et on n'a pas le temps de se creuser la tête pour des choses compliquées. Exactement. Et en gardant en tête que l'hypnose est un outil supplémentaire à la compétence et que du coup, tu as plein d'autres choses à faire. L'erreur actuellement qu'on est en train de se faire dans l'enseignement de l'hypnose en milieu médical, c'est justement de donner les compétences de l'hypnose à un membre de l'équipe médicale, c'est-à-dire presque de s'ajouter à une personnel médical en plus dans l'équipe pour pouvoir gérer à 100% l'état hypnotique. Alors qu'en fait, si tu gères vraiment et que tu maîtrises vraiment les états hypnotiques, tu peux autonomiser la personne sur sa gestion de l'état et être disponible pour le reste de l'équipe dans les compétences que tu as. Et quand tu es dans une ambulance, dans un VSAV, où tu es complètement serré, restreint dans l'espace, tu ne peux pas te permettre d'avoir une équipe, un personnel en plus dans l'équipe. Ce n'est pas possible. Un équipage VSAV, c'est 3 personnes. Ces 3 personnes, elles ont des compétences spécifiques. Il y a le conducteur et les 2 personnes qui seront dans la cellule en cas d'urgence vitale pour pouvoir monitorer, préserver l'état fonctionnel de la victime pour le transporter à l'hôpital vivant. Ils auront des tâches à faire supplémentaires en plus, qui ne peut pas permettre une mise à disposition complète sur un état d'hypnose. Et c'est dommage, parce qu'en fait, on se prive de compétences qui pourraient vraiment avoir un véritable bénéfice auprès d'une victime, sans trop présenter de risque et sans s'ajouter le surplus d'équipage qu'on ne peut pas se permettre ni financièrement au sein d'un équipage VSAV, ni humainement, ni matériellement. Ok. Par exemple, je donne des formations en IFAS actuellement, donc sur des formations d'aides-soignants et des formations d'infirmiers, IFAS, IFSI, dans la région de l'Ain, à Saint-Sorlin. C'est ce que je leur enseigne aujourd'hui. Ils ont l'impression que c'est une révolution en hypnose, alors qu'en fait, ce sont pour moi des basiques, dans le sens où on a trop mystifié l'hypnose, dans le sens où c'est un pouvoir et une compétence du praticien. Non, il ne faut pas oublier que les 3 quarts des techniques qu'on nous enseigne, ce sont des choses qui sont accessibles par n'importe qui, sans trop de connaissances. Ce qui fait la différence du praticien, c'est que ces techniques-là, il va les utiliser en rapport, encore une fois, avec un savoir et un savoir-être. Il le positionne professionnellement dans l'utilisation de cet outil. C'est ça qui fait la différence. Si vous continuez juste à pratiquer l'outil, pourquoi vous ne donnez pas juste l'outil au client, au patient, qu'il puisse se gérer lui-même? Surtout qu'on arrive à une période où la mise en état d'hypnose, auto-hypnose va être de plus en plus simple, facile. On le voit déjà, des gens qui accèdent assez facilement à ces états-là, ça va s'accélérer. Donc, effectivement, c'est la bonne posture à adopter. Par rapport à l'état d'hypnose, le rôle du thérapeute, de l'accompagnant, c'est la gestion des informations qui perturbent la personne pour l'aider à trouver les solutions qui soient adaptées à elle. Exactement, je suis complètement d'accord avec ça. Le rôle du thérapeute, c'est ça avant tout, avant d'utiliser l'hypnose. Et ensuite, l'hypnose vient conformer ça. C'est-à-dire, c'est la manière de le faire. C'est juste la manière, c'est juste la forme. Eh bien, merci infiniment, Jérémy. Alors, on va remercier toutes les personnes encore présentes pour votre participation, vos questions, votre attention. On vous souhaite de vous retrouver lors de prochaines conférences avec d'autres personnes aussi compétentes que Jérémy. C'est un petit peu notre objectif, avoir des personnes compétentes et puis partager ces compétences-là avec vous et vous donner envie également d'aller découvrir, d'aller vous former et d'être le meilleur vous-même au quotidien. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. À une prochaine fois, à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Merci pour votre écoute. Bye bye.